Parfois, la vie brise un homme si complètement qu'il en oublie comment se reconstruire. Dans la ville poussiéreuse de Whispering Plains, tout le monde traversait la rue lorsqu'il voyait Ezekiel Mountain Donovan arriver. Du haut de 2 mètres, il portait les cicatrices de la guerre et des blessures plus profondes que ceux que l'on pouvait voir. Pendant 3 ans, il vécut comme un fantôme à la lisière de la ville, ne parlant à personne, ne faisant confiance à rien. Puis, un matin, une petite orpheline intrépide nommée Penny s'approcha de lui, les joues couvertes de poussière et des fleurs sauvages dans son petit poing. Ce qu'elle vit en ces géants brisés allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le soleil n'avait pas encore peint l'horizon lorsque les bottes de Mountain Donovan frappèrent le plancher usé de sa cabane. 3 ans du même rituel. Se réveiller avant l'aube, s'habiller en silence, éviter le miroir qui pourrait lui montrer qu'il était devenu. Le café était toujours amer, le pain toujours rassis et le silence toujours complet. Sa ferme se dressait comme une pierre tombale usée par les intempéries à l'extrémité et des plaines murmurantes, où l'herbe de la prairie poussait suffisamment haut pour cacher la honte d'un homme. La maison avait autrefois une bonne ossature, une charpente en bois solide, un large porche à l'avant, des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin à point nommé. Aujourd'hui, la peinture s'écaillait comme de vieilles croûtes. Le porche s'affaissait sous le poids de la négligence. Et ces mêmes fenêtres étaient condamnées pour le protéger d'un monde qu'il ne souhaitait plus voir. Mountain monta sur le porche. Son corps massif faisait craquer les planches avec un grincement familier. Mesurant 2 mètres et bâti comme les chênes qui bordaient la maison de son enfance dans l'Est, il se déplaçait avec la précision prudente d'un homme qui avait appris que sa taille pouvait effrayer les gens. Ses mains marquées par la guerre et le travail enserraient une tasse à café ébréché, tandis qu'il inspectait son domaine. 20 acres de CE, qui étaient autrefois un pâturage de premier choix, s'étendaient devant lui. Désormais envahi par l'herbe des prairies et les mauvaises herbes tenaces, la grange penchait à un angle qui défiait les lois de la physique. Sa peinture rouge avait pris la couleur du sang séché. Quelques poules grattaient la terre près d'un enclos qui avait besoin d'être réparé, et quelque part au loin, son vieux cheval, Goliath, hennissait pour saluer le matin. Cette montagne ne revint pas. En ville, les gens s'agitaient déjà. Ils pouvaient voir la fumée s'élever des cheminées le long de Main Street, où des gens honnêtes menaient une vie honnête et ne portaient pas le poids des montagnes sur leurs épaules. Le shérif Augustus K. faisait sa ronde matinale, vérifiant les poignées de porte et saluant les lève-tôt. Manerva Walsh balayait les marches de son magasin général, se préparant à une nouvelle journée où elle allait pourvoir aux besoins de la ville et au commérage dans une égale mesure. Et à la pension, Cordelia Price serait en train de préparer le petit déjeuner pour SAS locataires, remplissant l'air matinal de l'odeur du bacon et des biscuits frais qui pouvaient rappeler à un homme qu'était autrefois le sentiment d'être chez soi. Mais Mountain Donovan n'appartenait plus à monde. Il était revenu de la guerre 3 ans auparavant, avec une poitrine couverte de médailles qu'il n'avait jamais montrées à personne et un cœur plein de blessures qui ne guériraient jamais. La médaille d'honneur du Congrès était enveloppée dans une vieille chemise au fond du tiroir de sa commode, recouverte de poussière comme tous ceux qui comptaient autrefois. On l'avait qualifié de héros. On disait qu'il avait sauvé toute sa compagnie d'une embuscade qui aurait dû tous les tuer. Ce qu'on ne comprenait pas, c'est que les héros ne rentrent pas dans des maisons vides. Les héros n'enterrent pas leur famille pendant qu'ils jouent aux soldats dans la guerre de quelqu'un d'autre. Le feu avait tout emporté pendant qu'il gagnait cette médaille. Sa femme, Margaret, douce comme la pluie printanière, et 2 fois plus rafraîchissante. Sa fille, Katie, âgée de 8 ans, avec SAS Nat qui rebondissait quand elle riait, et SAS yeux qui voyaient de la magie dans tout. La maison qu'il avait construite de ses propres mains, l'avenir qu'il avait prévu, l'homme qu'il était autrefois, tout cela avait été réduit en cendres et en souvenirs. Quand il était revenu à Whispering Plains, les habitants de la ville avaient essayé de lui souhaiter la bienvenue. Ils avaient organisé des dîners, lui avaient présenté leurs condoléances, l'avaient invité aux réunions paroissiales et aux assemblées municipales, mais Mountain avait vu la façon dont il le regardait. Un peu de pitié, un peu de peur,
beaucoup de malaise. Un homme de sa taille, portant autant de chagrin et de rage, rendait les gens nerveux. Il avait donc cessé d'essayer de s'intégrer, et ils avaient cessé d'essayer de l'inclure. Il était désormais l'exemple à ne pas suivre de la ville, le fantôme qui hantait la limite et de leur monde. Les enfants se mettaient au défi de courir devant sa propriété. Les femmes serraient leurs châles plus fort lorsqu'elles l'apercevaient au loin. Les hommes l'évitaient et parlaient à voix basse du géant qui avait perdu la raison en même temps que sa famille. La vérité était plus simple et plus terrible que leurs histoires chuchotées. Mountain Donovan n'avait pas perdu la raison. Il avait simplement perdu la raison de l'utiliser. Il finit son café tandis que le soleil montait dans le ciel, peignant l'herbe de la prairie en or et en vert. Il était temps de commencer une nouvelle journée, suffisamment occupé pour éviter de penser, suffisamment de travail pour dormir sans rêver. Il avait des poteaux de clôture à remplacer, un toit qui fuyait quand il pleuvait et une centaine d'autres projets qui pouvaient occuper SES mains et vider son esprit. Alors qu'il se dirigeait vers la grange pour aller chercher SES outils, Mountain aperçut un mouvement sur la route principale. Une petite silhouette vêtue d'une robe bleue délavée marchait le long du chemin poussiéreux, s'arrêtant tous les quelques pas pour examiner quelque chose dans la terre ou courir après un papillon qui avait attiré son attention. Même à cette distance, il pouvait voir les boucles brunes emmêlées qui reflétaient la lumière du matin, comme du cuivre filé. Penny, la petite orpheline qui était apparue en ville 6 mois plus tôt, sans famille, sans histoire et sans crainte de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Elle vivait à la pension de Cordelia, et toute la ville l'avait prise sous son aile. Elle avait peut-être 5 ans, avec un sourire qui illuminait la pièce et une curiosité qui aurait pu alimenter une machine à vapeur. Mountain se détourna avant qu'elle ne puisse le voir. Il avait du travail à faire, et les petites filles, même celles aussi charmantes que Penny, ne faisaient plus partie de son monde. Cela menait à l'attachement, et l'attachement menait à la perte. Et Mountain Donovan avait déjà perdu assez pour toute une vie. Mais alors qu'il décrochait la vieille ceinture à outils de son père du mur de la grange, il ne pouvait pas se débarrasser de l'image de CIS boucles dansantes qui reflétaient le soleil matinal, ni du son des rires lointains portés par le vent de la prairie. Il apprenait que certains fantômes étaient plus difficiles à ignorer que d'autres. Mountain était en train de réparer sa clôturesse depuis 3 poteaux lorsqu'il l'entendit. Le son d'un fredonnement porté par la brise matinale. Pas le bourdonnement grave et sourd d'un homme au travail, mais quelque chose de plus aigu, de plus doux, comme un oiseau chanteur qui aurait appris à fredonner. Il se redressa lentement, son dos protestant contre ces mouvements brusques, et scruta l'horizon. Le bourdonnement se rapprocha, accompagné du léger crissement de petits pieds dans l'herbe de la prairie. À travers les hautes tiges émergea la petite fille qu'il avait aperçue de loin, sa robe bleue délavée désormais décorée de taches d'herbe, et SS boucles brunes couronnées d'un bouquet de fleurs sauvages. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans, mais elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui possédait le monde et tous ceux qu'il contenait. Dans SES petites mains, elle serrait quelque chose contre sa poitrine, et SES lèvres bougeaient comme si elle conversait avec un compagnon invisible. Mountain se figea. En 3 ans, personne n'avait pénétré sur sa propriété sans y être invité. Les habitants de la ville veillaient à que leurs enfants sachent qu'il fallait rester à l'écart du domaine du géant, et les adultes traversaient la rue plutôt que de risquer une rencontre indésirable. Et pourtant, cette petite fille minuscule fredonnait en marchant dans son herbe comme si elle se promenait dans un jardin. Il aurait dû dire quelque chose. La renvoyer avant que quelqu'un ne remarque sa présence. La dernière chose dont il avait besoin, c'était que Cordelia Price ou le shérif Kane pense qu'il avait fait quelque chose pour encourager cette visite. Mais quelque chose dans l'attitude intrépide de l'enfant le laissa sans voix, cloué sur place comme l'un de SS poteaux de clôture. Elle l'aperçut alors qu'elle était à environ 20 mètres et cessa de fredonner. Pendant un instant, ils se regardèrent à distance. Le géant, son marteau dans une main et sa garde haute, et la petite fille, avec des fleurs sauvages dans les cheveux et de la boue sur les joues. Puis elle sourit, radieuse comme le lever du soleil, et reprit son approche. « Bonjour », dit-elle lorsqu'elle fut assez proche pour converser. Sa voix était claire et douce, sans aucune trace de la peur ou de l'hésitation que les autres manifestaient en sa présence. « Je m'appelle Penny. Tu es Mountain ?» La question le prit au dépourvu. «
Personne ne l'appelait plus Mountain in Fatamamazia. C'était son surnom dans l'armée, qu'il avait gagné grâce à sa taille et au calme inébranlable dont il faisait preuve sous le feu. Les habitants de la ville l'appelaient Monsieur Donovan lorsqu'ils devaient lui parler. Et la plupart du temps, ils ne l'appelaient tout simplement pas. Commença-t-il, puis il s'éclaircit la gorge. Sa voix était plus rauque qu'il ne l'aurait voulu, peu habitué aux conversations informelles. Oui, c'est eux que je pensais, dit Penny avec satisfaction. Madame Cordelia m'a décrit. Elle a dit que vous étiez grand comme un arbre et 2 fois plus fort. Elle pencha la tête, l'observant avec la curiosité franche de l'enfance. Elle n'a pas dit que vous étiez triste, cependant. Cette remarque le frappa comme un coup physique. Les enfants voyaient des choses que les adultes avaient appris à ignorer, des vérités que les grands négligeaient poliment. Mountain recula d'un pas, son instinct de fuite se disputant avec quelque chose d'autre, une étrange chaleur oubliée qui venait du fait d'être considéré comme autre chose qu'un monstre ou un fantôme. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, sans méchanceté, mais sans chaleur non plus. « Les deux. » Penny leva la main, révélant CE qu'elle tenait. C'était un petit cheval en bois sculpté dans CE qui semblait être du pain, et peint avec une précision enfantine dans des tons de brun et de noir. Une oreille était ébréchée et la peinture était usée à certains endroits, signe d'une manipulation fréquente. Mais il avait été fabriqué avec soin et amour. Buttercup avait besoin d'aventure, dit-elle d'un ton neutre. Elle en avait assez de rester tout le temps en ville. Trop de règles et pas assez d'herbe pour courir. Elle regarda autour d'elle avec approbation. C'est un endroit parfait pour les chevaux. Malgré lui, Mountain sentit S.C.S. lèvres se tordre en quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Buttercup, elle est très rapide, » expliqua Penny avec sérieux. « Plus rapide que n'importe quel vrai cheval, probablement. Et elle est courageuse. Elle n'a pas peur des géants, du tonnerre ou de quoi que CE soit d'effrayant. » Elle le regarda avec ses yeux francs et curieux. « Tu es effrayant? » La question aurait dû être facile à répondre. Pendant 3 ans, il avait cultivé la peur comme un bouclier, utilisant sa taille et son silence pour tenir les gens à distance. Mais en regardant cette petite fille intrépide, avec des fleurs dans les cheveux et de la boue sur le visage, Mountain se surprit à réfléchir honnêtement à la question. « Parfois », finit-il par dire. Penny acquiesça comme si c'était une réponse tout à fait raisonnable. Madame Cordelia dit que tout le monde fait peur parfois. Elle dit que cela signifie généralement qu'il souffre quelque part à l'intérieur. Elle s'assit dans l'herbe sans y être invitée, son cheval de bois à côté d'elle. « Tu souffres, la franchise des enfants pouvait être dévastatrice. » Mountain sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Il voulait s'éloigner, se retirer dans sa cabane, dans son silence et dans sa douleur familière. Au lieu de cela, il se retrouva à s'agenouiller, se rapprochant du niveau de ses yeux. « Oui, dit-il doucement. « Je suis désolé, dit Penny avec la gravité d'une enfant qui comprend que certaines blessures sont trop grandes pour être soignées avec des pansements. Moi aussi j'ai mal parfois, surtout quand je pense à ma maman et à mon papa. » Elle prit son cheval de bois et le fit galoper dans l'herbe. « Mais Buttercup m'aide. Madame Cordelia dit que c'est bien d'avoir quelque chose à prendre soin, même si c'est n'est que pour faire semblant. » Mountain regarda le petit cheval danser dans l'herbe de la prairie, guidé par de petites mains qui le tenaient avec tendresse. « Qui t'a fabriqué Buttercup? »« Je ne sais pas, » répondit Penny. « Elle était dans mon paquet quand ils m'ont trouvé, la seule chose qui restait de mon passé. Sa voix ne trahissait aucun apitoiement sur soi, juste l'acceptation pragmatique que certains enfants apprennent trop tôt. Madame Cordelia a dit, « Quelqu'un qui m'aimait beaucoup a dû la fabriquer, car on peut voir l'amour dans la sculpture. » Mountain regarda le cheval de bois de plus près. En effet, chaque détail témoignait d'une attention particulière. La crinière fluide, les oreilles alertes, les pattes robustes, positionnées, comme si le cheval était prêt à bondir. Quelqu'un avait passé des heures à créer ces jouets, à le poncer pour le rendre lisse, à le peindre avec patience et soin. « C'est un travail magnifique, dit-il, et il le pensait vraiment. » Penny rayonna de joie à ces compliments. « Voulez-vous la caresser? Elle aime les gens doux. » Avant que Mountain n'ait pu répondre, le bruit de sabots approchant rompit le calme matinal. Penny et lui se tournèrent vers la route principale où le shérif Kane chevauchait à toute allure vers la ville,
le visage sombre et déterminé. Derrière lui venait Cordelia Price dans sa calèche, S&S, cheveux habituellement soignés échappant à leurs épingles, et son expression frénétique d'inquiétude. Mountain se leva rapidement, son instinct de soldat reconnaissant les signes d'une équipe de recherche. Penny avait été portée disparue, et la voilà, seule avec le résident le plus redouté de la ville. Les implications le frappèrent comme un coup de froid. « Penny, dit-il d'un ton pressant, les gens te cherchent. » La petite fille le regarda sans inquiétude. « J'ai dit à Buttercup que nous serions de retour avant le déjeuner. Ils sont inquiets. Ils ne savent pas où tu es. » La compréhension apparut dans ses yeux brillants. « Oh, j'aurais dû laisser un mot. Madame Cordelia m'a appris à écrire. » Elle se leva et brossa l'herbe de sa robe. « Tu me raccompagnes? » « Je ne veux pas que quelqu'un ait peur. » L'offre était simple, généreuse et complètement impossible. Mountain ne pouvait pas marcher jusqu'à la ville avec Penny à ses côtés. Cela ne ferait que confirmer les pires soupçons de tout le monde à son sujet, mais il ne pouvait pas non plus la laisser rentrer seule. Pas alors que la moitié de la ville était en panique et la cherchait. La décision lui fut épargnée lorsque le shérif Kane les aperçut depuis la route. Le représentant de la loi retint son cheval et cria, sa voix portant clairement à travers la distance. « Penny, Dieu merci, mon enfant. Dieu merci. » Kane mit pied à terre et s'approcha d'un pas rapide. Sa main reposait nonchalamment sur son ceinturon, sans menace, mais prête à intervenir, et son visage buriné exprimait un soulagement mêlé de lassitude lorsqu'il embrassa la scène du regard. La petite fille était indemne et ne semblait pas effrayée. Le géant était agenouillé à côté d'elle, un marteau à la main et le regard prudent. « Ça va, petite? » demanda Kane, d'une voix douce pour Penny, mais le regard fixé sur Mountain. « Je vais bien, shérif Kane, » répondit Penny d'un ton enjoué. Mountain et moi étions juste en train de parler de Buttercup. Elle avait besoin d'air frais. Kane haussa les sourcils en entendant Penny utiliser le surnom de Mountain avec désinvolture et en remarquant l'absence totale de peur dans la voix de l'enfant. Derrière lui, la calèche de Cordelia s'arrêta dans un bruit de ferraille, et la gouvernante descendait avec la grâce précipitée d'une femme habituée aux situations de crise. « Penny Louise », appela Cordelia, le soulagement et l'exaspération résonnant dans sa voix. « As-tu la moindre idée à quel point j'étais inquiète? Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Penny eut la décence de prendre un air honteux. « Je suis désolé, Madame Cordelia, je ne voulais effrayer personne. Je voulais juste montrer à Buttercup la jolie herbe. » Cordelia s'approcha, ses yeux perçants enregistrant chaque détail de la scène. Contrairement au shérif, son regard ne trahissait aucune suspicion lorsqu'il se posa sur Mountain, seulement de la curiosité et quelque chose qui pouvait être de la gratitude. C'était une belle femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux prématurément grisonnants et aux rides d'expression autour de yeux bruns intelligents. Elle dirigeait la pension depuis la mort de son mari, 5 ans auparavant, et elle était réputée pour son bon sens et sa gentillesse. « Monsieur Donovan, » dit-elle en hochant la tête, « merci de l'avoir protégé. » La simple supposition qu'il avait protégé l'enfant plutôt que de la menacer sembla surprendre le shérif Kane. Mountain vit la posture du policier se détendre légèrement, sa main s'éloigner de son arme. « Elle ne m'a causé aucun problème, » dit Mountain calmement. Penny regarda les deux adultes, sentant des tensions qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « Mountain n'était pas effrayant du tout, » annonça-t-elle. Il était très poli et il a dit que Buttercup était magnifique. L'expression de Cordelia s'adoucit lorsqu'elle regarda le cheval en bois dans la main de Penny, puis le géant qui avait complimenté le trésor d'une enfant. Vraiment, il souffre intérieurement. Penny continua avec l'honnêteté dévastatrice de l'enfance. Comme je souffre parfois, mais il reste gentil. Les mots flottèrent dans l'air matinal comme une prière ou un verdict. Mountain sentit S&S Juice s'empourprer, embarrassé par la révélation désinvolte de l'enfant sur CE qu'il s'efforçait tant de cacher. Mais lorsqu'il regarda Cordelia et le shérif Kane, il ne vit aucun jugement sur leur visage, seulement une compréhension naissante. Le shérif Kane s'éclaircit la gorge. « Eh bien, Penny, je pense qu'il est temps de te ramener en ville. Madame Cordelia a préparé le petit déjeuner et la moitié de la ville est à ta recherche. » Penny acquiesça et se tourna vers Mountain. « Merci de m'avoir permis de venir, » dit-elle solennellement. « La prochaine fois que Buttercup s'agite, je pourrais peut-être demander d'abord. » Avant que Mountain n'ait le temps de répondre, elle s'était avancée
et avait enroulé SS petits bras autour de sa jambe dans une étreinte rapide et féroce. Puis elle s'éloigna avec Cordelia et le shérif, bavardant de son aventure, sans se rendre compte qu'elle venait de briser 3 ans d'isolement soigneusement construit avec rien de plus qu'une gentillesse intrépide et un cheval de bois. Mountain les regarda s'éloigner, une grande main posée à l'endroit où l'enfant l'avait serré dans ses bras, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine, comme la première fissure dans la glace hivernale. Pour la première fois en 3 ans, le silence de sa propriété lui semblait moins être une source de paix qu'une source de solitude. 3 jours passèrent avant que Penny ne revienne, et Mountain se surprit à écouter son fredonnement d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Il s'était convaincu que la visite de l'enfant n'était qu'une curiosité passagère, qu'elle avait satisfait l'impulsion qui l'avait attirée vers sa propriété et qu'elle resterait désormais en sécurité dans la ville où elle avait sa place. Il avait tort. Elle apparut le jeudi matin alors qu'il remplaçait des planches pourries sur son porche. Sa petite silhouette émergeait de l'herbe de la prairie comme une fleur sauvage prise pour une humaine. Cette fois, elle portait un seau en étain et arborait une expression déterminée qui rappelait à Mountain sa fille Katie lorsqu'elle avait une idée en tête. « Bonjour, Mountain, dit-elle joyeusement. Je t'ai apporté quelque chose. » Mountain s'assit, posa son marteau et essuya la sueur de son front. « Penny, Madame Cordelia sait-elle où tu es? »« Elle sait que je rends visite à un ami, » répondit Penny, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, mais pas tout à fait la vérité non plus. Elle monta les marches du porche sans y être invitée et posa son seau avec précaution. « Je t'ai fait des biscuits. Enfin, Madame Cordelia m'a aidé, mais c'est moi qui ai fait toute la préparation. » L'odeur le frappa immédiatement. Flocons d'avoine et cannelle, beurre et sucre brun, le genre de réconfort maison qui pouvait ramener un homme à son enfance en une seule bouffée. L'estomac de Mountain gargouilla, lui rappelant que son petit déjeuner habituel, composé de café noir et de pain rassis, n'était pas vraiment une base suffisante pour un travail difficile. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » commença-t-il. Madame Cordelia dit que quand quelqu'un souffre, la nourriture aide, l'interrompit Penny. « Et tu avais l'air affamé hier. Ta chemise commençait à être trop grande. » Mountain baissa les yeux vers lui-même, surpris de constater qu'elle avait raison. Il avait perdu du poids au cours des 3 dernières années, mangeant juste assez pour continuer à travailler, mais jamais assez pour être vraiment rassasié. Cette simple observation, faite sans jugement, lui fit prendre conscience du peu d'attention qu'il s'était accordé. Penny s'installa sur les marches du porche comme si elle avait l'intention de rester. « Pourquoi répares-tu les planches du porche ?» demanda Mountain, ne sachant toujours pas comment réagir face à son acceptation si facile de sa compagnie. Certaines d'entre elles ont ramolli à cause de la pluie. « Je peux t'aider? Je suis très doué pour tenir des objets. » L'offre était si sincère, si complète. Sans malice, Mountain se surprit à acquiescer avant que son bon sens ne puisse s'y opposer. « Je suppose que tu pourrais tenir les clous. » Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent ensemble dans un silence complice. Penny s'avéra être une excellente assistante, comptant soigneusement les clous et les lui tendant un par un. Elle posa des questions sur le travail, pourquoi certaines planches duraient plus longtemps que d'autres, comment il savait lesquelles devaient être remplacées, d'où venait le bois, et Mountain se surprit à répondre avec plus de patience qu'il n'en avait montré à quiconque depuis des années. Pendant qu'il travaillait, sa mémoire musculaire prit le dessus, et SS mains bougèrent avec la précision confiante que son père lui avait enseignée des décennies auparavant. La ceinture à outils en cuir autour de sa taille avait appartenu à Thomas Donovan, un homme qui croyait que le travail bien fait était une forme de prière et que tous ces œufs qui valaient la peine d'être faits méritaient d'être bien faits. Mountain avait hérité de son père bien plus que des outils. Il avait hérité de l'amour de l'artisanat, de la création de quelque chose de solide et d'utile de SS propres mains. « Mon papa aussi fabriquait des choses », dit Penny pendant une pause, comme si elle pouvait lire dans SS pensées. Elle était assise en tailleur sous le porche, partageant les biscuits qu'elle avait apportés. « Je ne me souviens pas beaucoup de lui, mais je me souviens de SS mains. Elles étaient toujours en train de construire quelque chose. » Mountain regarda SS propres mains, marquées par la guerre et le travail, calleuses à force d'années de labeur, plus grandes que celles de la plupart des hommes et rugueuses sur les bords. Mais à cet instant, avec le soleil de l'après-midi qui réchauffait ses épaules
et le travail honnête qui l'attendait, elles lui semblaient être les mains de son père, des mains destinées à créer plutôt qu'à détruire. Que construisait-il? Demanda Mountain. Principalement des jouets, des petits chevaux, des oiseaux et des trains. Il les offrait aux enfants du village. La voix de Penny devint mélancolique. J'aimerais pouvoir me souvenir de son visage aussi clairement que je me souviens de S.S. mains. Mountain comprenait parfaitement la nostalgie dans sa voix. La mémoire était cruelle, effaçant les détails que l'on souhaitait le plus conserver, tout en préservant avec une clarté parfaite les moments que l'on donnerait tout pour oublier. Il se souvenait à peine du rire de sa femme, mais il se rappelait avec une précision dévastatrice l'odeur de fumée qu'il avait accueillie à son retour de la guerre. Parfois, les mains se souviennent même lorsque l'esprit oublie, dit-il doucement. Penny le regarda avec ses yeux brillants et curieux. C'est pour cela que tu construis des choses? Parce que tes mains se souviennent. Mountain interrompit de son travail pour réfléchir à la question. Il n'y avait jamais pensé de cette façon, mais il y avait du vrai dans ces paroles. Quand il travaillait le bois et les clous, quand il façonnait quelque chose d'utile à partir de matières premières, il se sentait connecté à quelque chose de plus grand que son chagrin. Il se sentait à nouveau comme le fils de son père, comme l'homme qu'il était avant que la guerre ne change tout. Peut-être, répondit-il. Ils travaillèrent jusqu'à CE que le soleil commence à descendre vers l'horizon ouest et la montagne, et il fut surpris de constater qu'il avait accompli plus en un après-midi qu'il ne le faisait habituellement en une semaine. Avoir de la compagnie, même aussi petite que Penny, avait en quelque sorte rendu le travail moins pénible et plus utile. Lorsque le shérif Kane apparut sur la route pour sa patrouille du soir, Mountain sentit une tension familière envahir ses épaules. Mais Kane se contenta de toucher le bord de son chapeau en guise de salut et lança « Bonjour tout le monde, tout va bien ici. »« Nous réparons le Porsche, » répondit Penny fièrement. « Mountain, laisse-moi t'aider. » Le visage buriné de Kane se crispa en quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Vraiment? »« Eh bien, ça a l'air d'être du bon travail d'ici. » Il fit un signe de tête à Mountain. « Donovan, shérif, » répondit Mountain, surpris par l'absence de suspicion dans la voix du représentant de la loi. Après que Gain eut repris sa patrouille, Penny commença à rassembler ses affaires. « Je devrais rentrer avant le dîner, dit-elle. Madame Cordelia s'inquiète quand je suis en retard pour les repas. » Mountain la regarda se préparer à partir, ressentant une réticence inattendue à la voir s'en aller. L'après-midi avait été plus agréable que tous ceux dont il se souvenait. Après des années remplies de travail honnête et de compagnie facile, le silence qui allait suivre son départ lui semblait intimidant. « Penny, dit-il alors qu'elle atteignait les marches du Porsche, si tu comptes continuer à venir, tu devrais peut-être dire à Madame Cordelia où tu vas vraiment. Elle mérite de le savoir. » Penny réfléchit à la question avec le sérieux qu'elle accordait à toutes les questions importantes. « Auras-tu des ennuis si je lui dis? »« Je ne sais pas, » répondit Mountain honnêtement. « Alors je lui dirai, et si quelqu'un dit des méchancetés à ton sujet, je lui dirai qu'il a tort. » Elle leva le menton avec une détermination surprenante. « Tu es mon ami maintenant, et les amis se soutiennent mutuellement. » Elle descendit les marches en sautillant et traversa la cour, se retournant une fois pour faire un signe de la main avant de disparaître dans l'herbe de la prairie. Mountain se tenait sur son Porsche fraîchement réparé, tenant le marteau de son père et sentant quelque chose d'inconnu remuer dans sa poitrine. Il lui fallut plusieurs minutes pour reconnaître cette sensation comme étant de l'espoir. Ce soir-là, assis sous son Porsche, mangeant les biscuits que Penny lui avait apportés, Mountain pensa aux mains de son père et à tous ceux qu'elles avaient construits. Thomas Donovan était un homme calme, stable et fiable, qui avait appris à son fils que la valeur d'un homme ne se mesurait pas à ses paroles, mais à ses actes. Il avait construit leur maison familiale planche par planche, fabriqué des meubles qui dureraient des générations et créé un héritage d'artisanat qui se perpétuait dans les outils que Mountain portait désormais. Il était peut-être temps de se souvenir de cet héritage. Il était peut-être temps de construire à nouveau quelque chose au lieu de simplement survivre parmi les ruines de ces œufs qu'il avait perdus. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel et que le vent de la prairie soufflait dans l'herbe, Mountain commença à réfléchir à ce qu'un homme pouvait créer. Des mains patientes et un cœur qui réapprenait lentement à espérer. Les nuits blanches avaient toujours été le pire ennemi de Mountain. Mais dernièrement, elles étaient devenues autre chose.
une opportunité. Alors que le reste de Whispering Plains dormait paisiblement, il se retrouvait à sa table de cuisine avec un morceau de bois de pin et le couteau à sculpter de son père, travaillant à la lumière d'une lampe sur quelque chose qu'il n'avait pas tenté depuis des années. Au départ, c'était un moyen d'apaiser son esprit lorsque les souvenirs de la guerre refaisaient surface. Le mouvement rythmique de la lame contre le bois, l'attention minutieuse requise pour façonner quelque chose de beau à partir de quelque chose de simple. Cela l'ancrait dans le moment présent d'une manière que le sommeil ne pouvait jamais faire. Mais entre minuit et l'aube, le morceau de pain informe avait commencé à ressembler à quelque chose de précis. Un petit cheval à la crinière flottante et aux oreilles alertes, les pattes positionnées comme s'il était prêt à galoper à travers des prairies infinies. Mountain travailla avec la patience que son père lui avait enseignée. Il ponça chaque courbe jusqu'à CE, qu'elle soit lisse comme de la soie, sculptant des détails que seul un enfant pourrait remarquer. Il le peignit dans des tons crème et or, les couleurs de l'herbe de la prairie à la lumière du matin. Et lorsqu'il eut terminé, il tenait dans sa main quelque chose qui n'existait pas au début de la nuit, un cadeau né de l'insomnie et d'une affection grandissante. Penny arriva le lendemain matin avec sa détermination joyeuse habituelle, mais Mountain remarqua les ombres sous ses yeux brillants, la façon dont elle bougeait un peu plus lentement que d'habitude. Lorsqu'elle s'installa à côté de lui sur les marches du porche, elle s'appuya contre son bras avec une lassitude inhabituelle. « Mauvais rêve ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça sans prendre la peine de le nier. Une chose que Mountain avait apprise à propos de Penny, c'était son honnêteté totale. Elle ne prétendait jamais aller bien quand CE n'était pas le KS. « Je ne fais jamais semblant d'être joyeuse pour ménager les sentiments des adultes à propos de l'incendie, » dit-elle doucement. « Parfois, je rêve de fumée et je me réveille effrayée, même si je ne me souviens pas pourquoi. » Mountain eut la poitrine serrée. Il comprenait ces genres de rêves. Ceux qui vous laissaient haletant dans le noir, le cœur battant à tout rompre et la peau moite de sueur. Ceux qui vous privaient de repos et vous faisaient redouter le sommeil. Moi aussi, je fais CES rêve, dit-il. Penny le regarda avec intérêt plutôt qu'avec surprise. Parfois à propos du feu. Parfois à propos d'autres choses. Mountain choisit SS mot avec soin. Il n'avait jamais parlé de ses cauchemars à personne, mais quelque chose dans l'attention confiante de Penny lui facilitait la tâche. Les rêves n'ont pas toujours de sens, mais ils semblent réels quand on les vit. Madame Cordelia dit, « Les rêves ne peuvent pas vous faire de mal, mais on a vraiment l'impression qu'ils le peuvent. » Mountain acquiesça. Ton esprit essaie de donner un sens à des choses qui n'en ont pas. Parfois, il s'embrouille. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant la brume matinale s'élever de l'herbe de la prairie. Puis Mountain fouilla dans sa poche et en sortit le cheval en bois qu'il avait passé la nuit à fabriquer. « J'ai fait quelque chose pour toi, » dit-il, soudainement incertain. Cela lui avait semblé une bonne idée dans l'obscurité de sa cuisine, mais maintenant, à la lumière du jour, il craignait que CE ne soit pas assez bien, que SES main maladroite ait produit quelque chose qui décevrait un enfant. Penny écarquilla les yeux en prenant le cheval, le retournant entre SES petites mains avec l'attention qu'elle accordait à toutes les choses précieuses. Son visage s'illumina de joie, et Mountain sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. « Elle est magnifique, » murmura Penny. « Regarde-la, mon grand. Elle est si détaillée, et ses yeux sont si gentils. » Elle leva les yeux vers Mountain, le regard brillant. « Comment s'appelle-t-elle? Je pensais que tu voudrais peut-être choisir son nom, » dit Mountain. Penny réfléchit à la question avec le sérieux dont elle faisait preuve pour toutes les décisions importantes. « Je pense qu'elle s'appelle Hope, » dit-elle finalement. On dirait qu'elle court vers quelque chose de merveilleux. Le choix du nom toucha Mountain de manière inattendue. Hope. Un mot si simple, mais dont il avait presque oublié le sens. Le voir reflété sur le visage d'une enfant, alors qu'elle tenait quelque chose qu'il avait fabriqué de ses propres mains, était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Hope est un nom parfait, parvint-il à dire. Penny plaça soigneusement le nouveau cheval à côté de Buttercup sur les marches du porche, créant ainsi un petit troupeau de compagnons en bois. Maintenant, Buttercup a une amie pour partir à l'aventure. Elle se sent parfois seule lorsqu'elle voyage toute seule. Minerva Walsh mentionnait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que Mountain Donovan avait été vu plus souvent en ville CES dernier temps, achetant des provisions et saluant même les gens qui le saluaient.
Le shérif K rapporta que le géant avait aidé à sortir un chariot enlisé dans la boue devant l'église sans qu'on le lui demande, puis avait disparu avant que quiconque ait pu le remercier comme il se doit. Plus important encore, Cordelia Price commença à défendre Mountain dans les conversations en ville. Lorsque la vieille dame Fletcher s'inquiéta à haute voix du fait que la petite orpheline passe du temps avec cet homme dangereux, Cordelia l'a remis à sa place avec sa franchise habituelle. Ezekiel Donovan n'est pas plus dangereux que ne l'était mon défunt mari, déclara-t-elle. C'est un homme en deuil qui a retrouvé une raison de sourire. Et si vous voulez mon avis, nous devrions être reconnaissants que Penny est un ami aussi dévoué. Le changement d'attitude de la ville fut progressif, mais perceptible. Les gens continuaient à éviter Mountain, mais la peur faisait place à une curiosité prudente. Lorsqu'il se rendait en ville pour faire des provisions, les conversations ne s'arrêtaient plus immédiatement à son apparition. Les enfants le regardaient toujours, mais avec fascination plutôt qu'avec terreur. Un après-midi, alors que Mountain aidait Penny à s'entraîner à écrire des lettres sur un morceau de bois, elle lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Pourquoi ne venez-vous pas plus souvent en ville? Tout le monde parle toujours de toi, mais personne ne te parle jamais. » Mountain interrompit sa démonstration sur la façon de former correctement la lettre M. « Les gens sont à l'aise avec la façon dont les choses sont. Mais es-tu à l'aise? » La question resta en suspens dans l'air de l'après-midi comme un défi. Mountain réalisa qu'il avait été tellement concentré sur la protection de lui-même contre d'autres pertes qu'il n'avait jamais considéré si son isolement lui était encore utile. « Avant, oui, » répondit-il finalement. Penny acquiesça comme si cela lui semblait tout à fait logique. Madame Cordelia dit que parfois, nous dépassons les choses qui nous convenaient auparavant, comme les chaussures, les habitudes ou la peur de choses qui ne sont pas vraiment effrayantes. Ce soir-là, alors que Mountain était assis sur son porche, sculptant une autre petite figurine, cette fois-ci un oiseau aux ailes déployées, il repensa aux paroles de Penny. L'enfant avait le don de voir directement au cœur des choses, de poser les questions que les adultes avaient appris à éviter. À quand remontait la dernière fois où il s'était senti vraiment à l'aise? À quand remontait la dernière fois où il avait eu le sentiment d'appartenir à un endroit, à quelqu'un? Les souvenirs étaient là, enfouis sous des années de chagrin et de culpabilité, mais toujours accessibles s'il avait le courage de les rechercher. Margaret riant à une de ses CS remarque pendant le dîner. Katie grimpant sur ses genoux pour lui montrer un dessin qu'elle avait fait. Le sentiment de rentrer chez lui dans une maison remplie de chaleur et d'amour et les plaisirs simples d'une vie partagée. Il avait perdu CE Monde. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire quelque chose de nouveau, différent de CE qu'il avait eu auparavant, mais tout aussi significatif. L'oiseau en bois prenait forme sous SES main, les ailes déployées comme s'il était prêt à s'envoler, et Mountain se surprit à penser à la visite, le lendemain, d'une petite fille qui voyait de l'espoir en tout, même chez les hommes brisés qui avaient oublié comment voler. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui allaient mettre à l'épreuve son nouveau sentiment de possibilité. 3 étrangers étaient arrivés en ville. Des hommes bien habillés, au regard dur, avec des chevaux coûteux, qui posaient des questions sur la propriété foncière et faisaient des offres qui semblaient trop belles pour être vraies. Le changement s'annonçait à Whispering Plains, et Mountain se demandait s'il avait trouvé son courage juste à temps pour en avoir besoin. La photo avait vécu dans le tiroir de la commode de Mountain pendant 3 ans, enveloppée dans du papier de soie comme un œuf d'oiseau fragile. Il l'avait regardée exactement une fois depuis son retour de la guerre. La nuit où il avait enterré CE, qui restait de sa famille, puis il l'avait cachée, là où elle ne pouvait pas le surprendre, avec des souvenirs qu'il n'était pas assez fort pour supporter. Mais Penny avait le don de rendre l'impossible simplement difficile. Et ce matin-là, elle avait posé une question qui hantait Mountain depuis des semaines. « Avez-vous des photos de votre famille? » Madame Cordelia m'en a montré une de son mari, et cela l'a fait sourire au lieu de pleurer. Il était donc assis sous son porche, le soleil matinal réchauffant ses épaules, tenant une photo défraîchie dans ses mains qui tremblaient légèrement. Penny était assise à côté de lui, patiente comme toujours, attendant qu'il trouve les mots qui lui venaient si difficilement. La photo montrait un homme différent de celui qui était assis sous ce porche aujourd'hui. Cette montagne était plus jeune, le visage plus rond, avec des yeux qui reflétaient le rire plutôt que les ombres. Il se tenait derrière un fauteuil à bascule où une femme aux cheveux foncés et aux yeux doux
tenait une petite fille avec des nattes et un sourire édenté. Tous trois souriaient, capturés dans un moment de bonheur parfait qui semblait rayonner de l'intérieur du vieux papier. « C'est Margaret », dit enfin Mountain, la voix rauque à force de ne pas s'en servir. « Ma femme est Katie, ma fille. » Penny se pencha pour examiner la photo avec l'attention minutieuse qu'elle accordait à toutes les choses importantes. « Elle avait l'air sympa », dit-elle en désignant Katie. « Je vois de la malice dans ses yeux, malgré la boule qu'il a dans la gorge. » Mountain se surprit à sourire. Elle se mettait toujours dans des situations délicates. Elle posait toujours des questions auxquelles personne ne pouvait répondre, comme pourquoi le ciel était bleu et non vert, ou si les nuages avaient des sentiments. Que lui avais-tu répondu? Je lui avais dit que je ne savais pas, mais que nous pouvions chercher ensemble. Ce souvenir était doux amer, teinté de la douleur de la perte, mais aussi réconfortant par l'amour qu'il représentait. Nous avons passé beaucoup de temps à découvrir des choses ensemble. Penny resta silencieuse un moment, étudiant les visages sur la photo. Que leur est-il arrivé? Mountain redoutait cette question, mais assis là, avec la petite présence chaleureuse de Penny à ses côtés, il trouva que les mots venaient plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Peut-être que le chagrin partagé était en quelque sorte plus léger que le chagrin porté seul. « Il y a eu un incendie », dit-il simplement. « Pendant que j'étais parti à la guerre, la maison a pris feu pendant la nuit, et il ne put finir sa phrase, mais Penny acquiesça, comprenant grâce à sa propre expérience de la perte. « C'est pour ça que tu es revenu si triste. » Mountain acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. « Je suis désolé qu'il soit mort, » dit Penny avec la sympathie naturelle des enfants. « Je parie qu'il m'aurait aimé et que je les aurais aimés. » Cette simple déclaration faillit le bouleverser. Oui, Margaret aurait adoré l'esprit intrépide et le cœur généreux de Penny. Katie aurait été enchantée par les chevaux de bois et les questions incessantes de Penny. Ils l'auraient accueillie dans leur famille avec la même ouverture d'esprit qui caractérisait tous ceux qu'ils faisaient. Oui, parvint à répondre Mountain. Elle t'aurait aimé. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. La photo posée entre eux, comme un pont entre le passé et le présent. Mountain sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un relâchement du nœud de culpabilité et de chagrin qu'il portait depuis si longtemps. La douleur était toujours là. Il soupçonnait qu'elle le serait toujours, mais elle semblait différente maintenant, moins comme une arme tournée contre lui-même, et plus comme une confiance sacrée, une façon de garder leur mémoire vivante. « Je rêve parfois d'eux, dit-il, surpris de son propre aveu. De beaux rêves où ils sont encore en vie et où nous sommes toujours ensemble. Ce sont les plus difficiles à quitter au réveil. » Penny acquiesça comme si cela lui semblait tout à fait logique. « Moi aussi, je fais des rêves comme ça, à propos de ma maman et de mon papa. Madame Cordelia dit que cela signifie qu'ils me rendent une visite pour s'assurer que je vais bien. Qu'en penses-tu? » Penny réfléchit à la question avec son sérieux habituel. « Je pense qu'ils veulent que nous soyons heureux, que nous ne les oublions pas, mais que nous ne soyons pas tristes pour toujours non plus. Parce qu'être triste pour toujours signifierait qu'ils ne pourraient pas reposer en paix. » La sagesse de SS Parole coupa le souffle à Mountain. Voici une enfant de 5 ans qui lui offrait l'absolution qu'il n'avait pas pu s'accorder à lui-même, lui montrant une voie à suivre qui honorait le passé sans être prisonnier de celui-ci. Un grondement lointain interrompit SS Pensée. 3 cavaliers approchaient sur la route principale. Il s'agissait des mêmes inconnus bien habillés qui étaient en ville depuis une semaine. Mountain avait entendu parler d'eux au magasin général. Des spéculateurs fonciers venus de l'Est qui faisaient des offres généreuses pour acheter des propriétés et posaient des questions précises sur les droits d'eau et les études minérales. Le cavalier de tête était un homme grand, vêtu d'un costume coûteux, au regard froid et au sourire qui ne l'atteignait jamais. SI's compagnons avaient le regard dur des hommes qui règlent les différends à coups de poing plutôt qu'à coups de mots. Ils passèrent devant la propriété de Mountain sans s'arrêter, mais leur chef se retourna sur sa selle pour examiner la ferme avec un intérêt calculateur. Mountain sentit la vieille tension envahir ses épaules. Des hommes comme ceux-là avaient encerclé la propriété de sa famille dans l'Est après la mort de son père, sentant la faiblesse et la vulnérabilité. Ils parlaient de progrès et d'opportunités, mais ils laissaient le vide dans leur sillage. « Qui sont-ils » demanda Penny, sentant le changement d'humeur de Mountain. «
Des hommes qui veulent des choses qui ne leur appartiennent pas, répondit Mountain doucement. Après que les cavaliers eurent disparu en direction de la ville, Penny leva les yeux vers Mountain avec son regard vif et perspicace. Vas-tu les laisser prendre ce qui t'appartient? La question allait plus loin que les droits de propriété. Pendant 3 ans, Mountain avait laissé le chagrin et la culpabilité lui prendre tout ce qu'il avait. Sa joie, son but, son lien avec la communauté. Il avait abandonné petit à petit jusqu'à devenir plus un fantôme qu'un homme, hantant les marges de la vie au lieu de la vivre. Mais assis là avec Penny, tenant une photo de la famille qu'il avait perdue, mais ressentant la chaleur de l'amitié qu'il avait trouvée, Mountain réalisa quelque chose d'important. Il ne voulait plus abandonner. Il ne voulait plus être un fantôme hantant les marges de la vie des autres. Il voulait être présent, protecteur, faire partie de quelque chose de plus grand que son propre chagrin. Cet après-midi-là, tandis que Penny l'aidait à s'occuper de son potager, le shérif Kane arriva à cheval à la ferme. Le visage buriné du représentant de la loi était sombre d'inquiétude lorsqu'il mit pied à terre et s'approcha du porche. « Bonjour, Donovan. Penny. » Kane toucha le bord de son chapeau en guise de salut. « Cela vous dérange si nous discutons? » Mountain fit signe vers les marches du porche et Kane s'assit à côté de lui avec les mouvements prudents d'un homme dont les articulations avaient subi trop d'hivers rigoureux. Penny continua son travail dans le jardin, mais Mountain voyait bien qu'elle écoutait. « Ces 3 étrangers font le tour du coin, » dit Kane sans préambule, proposant d'acheter des propriétés à des prix qui semblent trop beaux pour être vrais. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Que savez-vous à leur sujet? Pas grand-chose. Ils ont des documents légaux, de l'argent pour appuyer leurs offres, et ils posent les bonnes questions. Mais quelque chose ne va pas. Kane sortit un télégramme de sa poche. Je l'ai reçu d'un shérif du Colorado. Un groupe similaire est passé par là l'hiver dernier, a acheté un tas de terrain, puis a disparu lorsque l'accord ferroviaire qu'ils avaient promis a échoué. Mountain étudia le télégramme et reconnut le schéma. Des escrocs. C'est ce que je pense. La question est, que faisons-nous? La moitié de la ville parle déjà de prendre leur argent et de déménager dans un endroit plus prometteur. Mountain regarda sa propriété, le terrain que son père l'avait aidé à acheter, où il avait prévu d'élever S&S enfants et de vieillir avec sa femme. Il n'avait plus grand intérêt à présent, usé et délabré par le temps. Mais c'était le sien. Plus que cela, c'était l'endroit où il avait réappris à espérer, où une petite fille aux cheveux fleuris lui avait montré que la guérison était possible. « Je ne vendrai pas, » dit Mountain fermement. Kane approuva d'un signe de tête. « Je m'en doutais. La question est, m'aiderez-vous à convaincre les autres de garder CE qu'ils ont? » Mountain sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, le même sentiment qu'il avait éprouvé pendant la guerre, lorsque sa compagnie avait eu besoin de lui pour les mener à travers des épreuves impossibles. Pendant 3 ans, il avait fui S&S responsabilité, le poids de la confiance et des attentes des autres, mais cette fuite ne lui avait pas apporté la paix. Peut-être était-ce le moment de s'arrêter et de voir CE qui allait se passer. « De quoi avez-vous besoin? » demanda-t-il alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon occidental. Mountain se surprit à penser à la photo désormais en sécurité dans la poche de sa chemise. Margaret et Katie feraient toujours partie de lui, mais elles appartenaient à son passé. Penny, le shérif Kane, même Cordelia et les habitants de la ville, qui apprenaient peu à peu à lui faire confiance. Ils étaient son présent. Et pour la première fois depuis 3 ans, il commençait à croire qu'il avait peut-être un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. La guerre lui avait appris à détruire. Il était peut-être temps de se rappeler comment les protéger. La Tin Star semblait plus lourde que dans les souvenirs de Mountain. Son poids pesait sur la poche de sa chemise comme une question à laquelle il n'était pas sûr d'être prêt à répondre. Le shérif Kane la lui avait remise la veille au soir, accompagnée d'une révélation qui avait ébranlé les fondements de tout CE que Mountain pensait savoir de son passé. « Vous avez porté CE badge pendant 2 ans avant de vous enrôler, » avait dit Kane, S&S doigts burinés effleurant les bords usés de l'étoile. « Le meilleur adjoint que j'ai jamais eu, juste mais ferme. Il ne reculait jamais devant un combat, mais ne cherchait jamais la bagarre non plus. Ce badge t'attendait pour que tu reviennes. » Mountain avait regardé le morceau de métal avec incrédulité. 2 ans comme adjoint du shérif. Comment avait-il pu oublier quelque chose d'aussi fondamental sur qui il était?
Mais la guerre avait le don de brûler tous ceux qui l'avaient précédé, ne laissant que de la fumée et des ombres, là où vivaient autrefois les souvenirs. Debout devant son miroir de rasage dans la pâle lumière du matin, Mountain avait épinglé le badge sur son gilet et essayé de se souvenir de l'homme qu'il avait porté avant lui. Sir Mountain croyait en la justice, en la protection de ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes, en l'idée que les hommes bons avaient la responsabilité de s'interposer entre le mal et l'innocence. Le reflet qui lui renvoyait son image était plus âgé, marqué par les cicatrices, la perte et le chagrin, mais peut-être pas si différent de l'homme qu'il avait été. La guerre l'avait changé, avait brisé quelque chose en lui qui ne guérirait peut-être jamais complètement, mais elle n'avait pas détruit l'essence même de sa personne. Au contraire, elle lui avait donné une compréhension plus profonde de CE qui valait la peine d'être protégé. Penny arriva plus tôt que d'habitude CE matin-là, son petit visage rayonnant d'excitation. Elle portait un bouquet de fleurs sauvages des prairies et sa plus belle robe, la bleue à petites fleurs blanches que Cordelia lui avait confectionnée pour son anniversaire. « Tu as l'air très officiel », annonça-t-elle en examinant le badge avec approbation. « Très shérif. »« Adjoint du shérif », corrigea Mountain doucement. « Le shérif Kane est toujours le patron, mais tu l'aides à assurer la sécurité de tout le monde, » dit Penny avec la confiance absolue que les enfants accordent à leurs héros. « C'est CE que font les adjoints, n'est-ce pas? Ils aident. » Mountain s'agenouilla pour accepter le bouquet de fleurs sauvages, glissant l'une des plus petites fleurs derrière son oreille dans un geste qui fit rire Penny. « C'est vrai, ils aident. » Le bruit de chevaux qui approchaient interrompit leur rituel matinal. 3 cavaliers remontaient le chemin menant à sa propriété. Il s'agissait des mêmes spéculateurs fonciers qui tournaient autour de la ville comme des vautours depuis 2 semaines. Mais cette fois, leur chef arborait une expression différente, qui traduisait de l'impatience et une colère à peine contenue. Mountain se leva lentement, la main posée nonchalamment sur le ceinturon que Kane avait insisté pour qu'il porte. « Penny, rentre et atteins-moi, 4. » La petite fille ne discuta pas. Elle avait appris à reconnaître la tension qui précédait les problèmes entre adultes, et elle se glissa dans la cabane avec l'efficacité silencieuse d'une enfant qui avait vu plus de noirceur dans le monde qu'elle n'aurait dû. Le chef des cavaliers était un homme nommé Harrison Blackwater, mais on soupçonnait que CE n'était pas son vrai nom. Il était grand et mince avec des yeux pâles qui semblaient transpercer les gens, et il portait SAS vêtements coûteux comme une armure contre le jugement du monde. « Adjoint Donovan, » dit Blackwater, d'une voix teintée d'une fausse surprise. « Félicitations pour votre nouveau poste, même si je me demande si les braves gens de Whispering Plains savent à quel genre d'homme ils ont confié ce badge. » L'expression de Mountain ne changea pas. « Dites-moi CE que vous voulez, Blackwater. CE que je veux est simple. Je suis ici pour vous faire une offre généreuse pour cette propriété. Plus généreuse que CE que mérite un ancien soldat à la retraite. » Le sourire de Blackwater était aussi tranchant qu'une lame. $20,000 pour 20 acres de broussailles. C'est plus d'argent que vous n'enverrez en 10 vies. Et si je ne suis pas intéressé par la vente, les compagnons de Blackwater se déplacèrent sur leur selle, les mains se rapprochant de leurs armes. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires faisant des offres légitimes. C'étaient des prédateurs qui en avaient assez d'attendre que leur proie coopère. Tout le monde est intéressé par la vente, adjoint. Certaines personnes ont juste besoin d'être davantage convaincues que d'autres. Blackwater se pencha en avant sur sa selle, SAS, yeux pâles fixés sur le visage de Mountain. Vous avez la réputation d'être un homme dangereux, un héros de guerre, dit-on, décoré de la médaille d'honneur. Mais les héros ont tendance à mourir jeunes, surtout lorsqu'ils font obstacle au progrès. Mountain sentit le froid familier l'envahir, le même calme qui l'avait maintenu en vie à travers d'innombrables batailles. Sa main droite pendait mollement à ses côtés, à quelques centimètres de son arme, tandis que sa main gauche restait détendue et ouverte. Pour un observateur, il pouvait sembler décontracté, voire indifférent, mais son corps était tendu comme un ressort, prêt à exploser au moindre signe de menace. « Je ne suis pas intéressé par votre argent, » dit Mountain calmement. « Et je vous conseille de partir avant de dire quelque chose que nous regretterons tous, » répondit Blackwater avec un rire sinistre. « Des regrets? La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu mon temps en civilité. » Il se redressa sur sa selle, sa voix portant clairement à travers la prairie.
Vous avez jusqu'à demain soir pour reconsidérer mon offre. Après cela, eh bien, des accidents arrivent aux hommes qui vivent seuls à la frontière, surtout à ceux qui ont des petites filles et qui leur rendent visite. La menace contre Penny frappa Mountain comme un coup physique, mais il garda une expression neutre. À l'intérieur de la cabane, il pouvait voir un petit visage collé à la fenêtre, et il savait qu'elle avait entendu chaque mot. Le fait de savoir que ces hommes menaceraient une enfant pour obtenir ce qu'il voulait renforça sa détermination. Si vous revenez ici, dit Mountain d'une voix mortellement calme, si vous osez ne serait-ce que regarder dans cette direction, je vous tuerai. Il n'y avait aucune fanfaronnade dans ces mots, aucune bravade factice. C'était simplement une déclaration de fait prononcée avec le calme et la certitude d'un homme qui avait déjà tué et qui le ferait à nouveau si nécessaire. Les compagnons de Blackwater s'agitèrent nerveusement, reconnaissant la voix de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et en était ressorti, mais Blackwater lui-même ne semblait pas impressionné. De grands mots de la part d'un homme vivant au milieu de nulle part, sans renfort ni ami. Nous verrons si tu es toujours aussi courageux quand le soleil se couchera. Après le départ des cavaliers, Mountain resta longtemps dans sa cour, les regardant disparaître en direction de la ville. Le badge sur sa poitrine lui semblait plus lourd maintenant, alourdi par la responsabilité et la conscience que le porter faisait de lui une cible. Mais cela faisait aussi de lui quelque chose qu'il n'avait pas été depuis 3 ans. Un protecteur. Penny sortit de la cabane, le visage pâle mais déterminé. Ce sont des méchants, n'est-ce pas? Mountain s'agenouilla à côté d'elle et prit CS petite main dans les siennes. Oui, mais ils ne te feront pas de mal, je ne les laisserai pas faire. Je n'ai pas peur, dit Penny, même si sa voix tremblait légèrement. Pas avec toi ici. La confiance dans ces paroles était presque bouleversante. Cette petite fille, qui avait déjà tant perdu dans sa courte vie, confiait sa sécurité entre S mains sans réserve. Le poids de cette confiance était à la fois humiliant et terrifiant. Cet après-midi-là, tandis que Penny l'aidait à nettoyer son fusil et à vérifier SES munitions, Mountain se surprit à réfléchir au choix qui l'avait conduit à ce moment. Il aurait pu rester isolé, faire profil bas, laisser CE qui allait arriver à la ville se produire sans s'impliquer. Cela aurait été plus sûr, plus facile, plus conforme au fantôme qu'il était devenu. Mais les fantômes ne pouvaient pas protéger les petites filles aux cheveux fleuris. Les fantômes ne pouvaient pas s'interposer entre le mal et l'innocence. Ils ne pouvaient pas prendre les décisions difficiles qui assuraient la sécurité des communautés. Pour le meilleur ou pour le pire, il était de nouveau vivant, pleinement présent comme il ne l'avait plus été depuis avant la guerre. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon ouest, le shérif Cain arriva avec une nouvelle qui fit froid dans le dos. 3 familles avaient accepté l'offre de Blackwater et avaient fait leurs valises, quittant la ville sous le couvert de la nuit. Plus troublant encore, l'adjoint de Cain, un jeune homme nommé Peters, qui travaillait au département depuis 6 mois, avait également disparu, emportant avec lui les clés de la prison et la combinaison du coffre-fort où étaient conservés les documents importants. « Nous sommes seuls, dit Cain d'un ton grave. Quoique ces hommes recherchent vraiment, ils planifient cela depuis longtemps. » Mountain acquiesça, acceptant le poids de CE qui allait arriver. Il pensa à la photo dans sa poche où Margaret et Katie souriaient dans un moment de bonheur figé. Elle lui avait été enlevée par des forces indépendantes de sa volonté. Une tragédie aléatoire qu'aucune compétence ni aucun courage n'auraient pu empêcher. Mais Penny était différente. Penny était là maintenant, confiante qu'il la protégerait. Et pour la première fois en 3 ans, Mountain Donovan avait quelque chose qui valait la peine d'être défendu et le pouvoir de le protéger. Le badge sur sa poitrine captait la lumière déclinante, brillant comme une promesse ou peut-être un avertissement alors que l'obscurité tombait sur Whispering. Plain Mountain s'installa sur son porche, son fusil sur les genoux, les yeux fixés sur la route. Penny dormait en sécurité dans sa cabane, SES chevaux de bois alignés sur le rebord de la fenêtre comme de minuscules sentinelles, et la ville reposait tranquillement sous un manteau d'étoiles. Mais Mountain ne dormait pas. Les adjoints, se souvenaient-ils, n'avaient pas CE luxe lorsque des ennuis se profilaient. Ils montaient la garde. Ils restaient vigilants. Et ils s'assuraient que le lendemain matin, les innocents seraient en sécurité et les coupables confrontés à un choix. Battre en retraite ou faire face aux conséquences de leurs actes.
Le lendemain apporterait des réponses. Cette nuit-là n'apportait que la vigilance et la présence constante d'un homme qui s'était enfin souvenu de qui il était censé être. Le document était étalé sur le bureau du shérif K comme un serpent venimeux. Esse's sceau officiel et son écriture élaborée cachaient une vérité qui fit se glacer le sang de Mountain. Ceux qu'ils découvrirent dans les quartiers du shérif adjoint disparu changea tout et rendit leur situation bien plus dangereuse que quiconque ne l'avait imaginé. Tout avait commencé de manière innocente. Penny, avec sa curiosité insatiable et son talent pour trouver des choses qui ne voulaient pas être trouvées, explorait le grenier de la pension lorsqu'elle tomba sur une caisse en bois cachée derrière de vieux meubles. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvaient des documents que le shérif adjoint Peters avait manifestement prévu de récupérer avant son départ précipité. « Je ne fouillais pas », expliqua Penny avec sincérité, tandis que Mountain et le shérif Kane examinaient les papiers à la lumière d'une lampe. « Je cherchais juste un endroit tranquille pour jouer avec Hope et Buttercup, et j'ai vu la boîte derrière le vieux fauteuil à bascule de Madame Henderson. Elle semblait seule. » Mountain lui ébouriffa doucement les cheveux. « Tu as bien fait, ma petite, très bien. » Le document juridique au centre de leur découverte était un chef-d'œuvre de falsification, un acte foncier prétendument signé par le gouverneur territorial lui-même, accordant la propriété de près de la moitié de Whispering Plains à la Rocky Mountain Development Company. Les signatures semblaient authentiques, les sceaux paraissaient vrais et le langage juridique était suffisamment complexe pour tromper la plupart des juges de la frontière. Mais Mountain avait vu suffisamment de documents falsifiés pendant son service militaire pour reconnaître les signes. L'encre était trop fraîche pour un document prétendument déposé il y a plusieurs mois. Le papier était trop propre pour un document qui aurait dû venir de la capitale du territoire. Et le plus accablant de tout, c'est que la signature du gouverneur était légèrement différente de celle qui figurait sur les documents légitimes que Kane avait dans ses dossiers. « Ce ne sont pas des spéculateurs fonciers », dit Kane d'un ton sinistre. « Ce sont des criminels qui mènent une escroquerie sophistiquée. Ils achètent des propriétés à des prix inférieurs à ceux du marché, puis utilisent des documents falsifiés pour revendiquer la propriété légale de tout le reste. Au moment où quelqu'un se rend compte de ce qui s'est passé, ils ont vendu les terres à des compagnies ferroviaires ou à des intérêts miniers et ont disparu avec l'argent. » Mountains examina les autres documents éparpillés sur le bureau. Des cartes marquées de relevés miniers, de la correspondance avec des compagnies ferroviaires fictives et, plus effrayant encore, une liste d'obstacles potentiels qui comprenait son nom, celui de Kane et les noms de plusieurs personnalités locales susceptibles de s'opposer au projet. « À combien de villes ont-ils fait cela? » demanda Mountain. Kane sortit un télégramme qu'il avait reçu cet après-midi-là. « Au moins 6 à ma connaissance, du Colorado au Montana. Le schéma est toujours le même. Ils se présentent avec des documents qui semblent légitimes, font des offres généreuses à quelques propriétaires, puis utilisent des manipulations juridiques et des intimidations pour s'emparer de tout le reste. » Penny, qui jouait tranquillement avec SAS chevaux en bois dans un coin, leva les yeux avec l'expression sérieuse qu'elle arborait lorsqu'elle réfléchissait aux problèmes des adultes. « Mais s'ils volent, pourquoi personne ne les arrête? Parce que le temps que quelqu'un se rende compte de ce qui se passe, ils sont déjà loin, » expliqua Mountain doucement. « Et ils sont très doués pour donner l'impression que tout est illégal. » Ce qui effraya le plus Mountain, ce fut de réaliser à quel point Whispering Plains avait été parfaitement choisi comme cible. Une petite ville isolée des grands centres urbains, avec une population majoritairement âgée et des propriétaires fonciers qui seraient tentés par des offres généreuses. Pas de ligne télégraphique pour communiquer rapidement avec les autorités territoriales et un bureau du shérif composé d'un policier vieillissant et d'un adjoint qui avait été acheté et payé dès le début. Le bruit des sabots qui approchaient interrompit leur séance de planification. À travers la fenêtre du bureau du shérif, Mountain pouvait voir des torches se déplacer dans l'obscurité. Trop de cavaliers se déplaçant trop rapidement pour avoir un but légitime. Kane rassembla rapidement les documents et les enferma dans son coffre-fort, tandis que Mountain éloignait Penny des fenêtres. « Reste baissée et silencieuse, » lui dit Mountain. « Quoi qu'il arrive, ne sors pas avant que l'un de nous vienne te chercher. » Les cavaliers s'arrêtèrent devant le bureau du shérif, et Mountain reconnut la voix de Blackwater, qui s'adressait à eux avec une courtoisie feinte. « Sheriff Kane, adjoint Donovan, nous devons parler. »
Kane ouvrit la porte avec prudence, la main posée sur la crosse de son arme. Mountain se plaça à ses côtés, fusil à la main, observant les hommes rassemblés dans la rue. Ce qu'il vit fit hurler d'alerte son instinct de soldat. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires frustrés, ni même des criminels typiques de la frontière. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, portaient leurs armes avec une assurance professionnelle et ne montraient aucun des signes de nervosité propres aux amateurs dépassés par les événements. « Messieurs, dit Blackwater, ses yeux pâles reflétant la lumière des torches comme ceux d'un prédateur. Je crains qu'il y ait eu un malentendu. Vous voyez, nous ne sommes pas ici pour acheter des terres. » Il sourit et Mountain sentit le sang se glacer dans ses veines. « Nous sommes ici pour les prendre. » Kane s'avança, son insigne reflétant la lumière vacillante. « En vertu de quelle autorité? » Blackwater sortit un document de son manteau. Une autre falsification, Mountain en était certain, mais suffisamment impressionnante pour tromper la plupart des fonctionnaires de la frontière. Un mandat territorial signé par le gouverneur lui-même. Toute cette région a été désignée pour le développement fédéral et toutes les revendications foncières actuelles sont par la présente déclarées nulles et non avenues. Vous avez 24 heures pour évacuer la ville. C'est impossible, protesta Kane. J'aurais reçu une notification par les voies officielles. Et vous? Le sourire de Blackwater s'élargit. Comment? Vos lignes télégraphiques ont été coupées il y a 3 jours. Votre courrier a été redirigé et votre adjoint nous a fourni des informations très utiles sur vos capacités et vos ressources. Il fit un signe à l'un de ses hommes et Mountain le reconnut. Peters, malgré l'obscurité, le jeune adjoint avait la décence d'avoir l'air honteux, mais pas assez pour croiser le regard de Mountain. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté dévastatrice. Ce n'était pas seulement une escroquerie. C'était une opération de type militaire conçue pour dépouiller toute une ville de ses biens, tout en conservant une couverture légale plausible. Avant que quiconque dans la capitale territoriale n'apprenne qui s'était passé, Blackwater et ses hommes auraient tout vendu aux Confédérés et auraient disparu dans la nature. « Vous avez commis une erreur, » dit Mountain calmement. Blackwater haussa un sourcil. « Oh, et quelle était-elle? »« Tu as menacé l'enfant. » Ces mots restaient suspendus dans l'air nocturne comme une condamnation à mort. Mountain avait affronté des charges de cavalerie et des bacs d'artillerie sans broncher. Mais rien dans son expérience militaire ne l'avait préparé à la rage froide qui l'envahissait lorsque quelqu'un menaçait Penny. Ces hommes avaient calculé les risques. Ils avaient prévu la résistance du shérif et de quelques propriétaires tenaces, mais ils n'avaient pas pris en compte ce qui se passait lorsqu'on acculait un tueur entraîné dans un coin avec quelque chose de précieux à protéger. « Touchant, » dit Blackwater. « Mais hors de propos. Vous êtes en infériorité numérique, moins bien armé et complètement coupé de toute aide. Rendez-vous maintenant et nous vous laisserons partir avec la fille et tous ceux que vous pouvez emporter. Résistez. » Eh bien, il haussa les épaules de manière éloquente. À l'intérieur du bureau, Mountain pouvait entendre Penny fredonner doucement, probablement en jouant avec ses chevaux en bois, tandis que les adultes réglaient des problèmes d'adultes qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Son renforça sa détermination d'une manière que les menaces ou la violence n'auraient jamais pu faire. Kane s'approcha de lui, le visage buriné et déterminé. « Nous ne nous rendrons pas, et nous ne partirons pas non plus, » ajouta Mountain. Blackwater poussa un soupir théâtral. « Alors j'ai bien peur que vous ayez choisi la voie difficile. Les gars, je pense qu'il est temps que ces gens comprennent que le progrès n'attend personne. » Les hommes derrière lui commencèrent à se disperser, prenant des positions qui leur offraient un champ de tir dégagé tout en minimisant leur exposition. Mount en compta au moins 8, tous armés, se déplaçant avec la coordination de combattants expérimentés. Dans des circonstances normales, la solution la plus intelligente aurait été de négocier, de trouver un compromis qui permette à tout le monde de rester en vie. Mais les circonstances n'étaient pas normales. Ces 6 hommes avaient menacé une fillette de 5 ans, prévoyant de détruire toute une communauté et affichant un mépris total pour la loi, la justice et la décence humaine. Parfois, la solution la plus intelligente n'était pas la bonne. Alors que Blackwater et ses hommes se fondaient dans l'obscurité pour prendre position, Mountain sentit le calme familier l'envahir. La même lucidité glaciale qui l'avait maintenu en vie à travers des dizaines de batailles,
La même patience mortelle qui lui avait valu une médaille d'honneur et la réputation d'être l'homme le plus dangereux de son unité. Pouvons-nous les retenir? Demanda Kane à voix basse. Mountain vérifia son fusil et compta SAS munitions. Assez longtemps pourquoi? Mountain regarda vers le bureau où Penny attendait, confiante qu'il la protégerait, croyant en lui avec la foi absolue que seuls les enfants possèdent. Puis il regarda le badge sur la poitrine de Ken, symbole de la loi et de l'ordre, dans un endroit où les deux étaient attaqués, assez longtemps pour leur rappeler que certaines choses valent la peine de mourir, dit Mountain, et certaines personnes sont trop têtues pour savoir quand elles sont vaincues. Alors que les premiers coups de feu retentissaient dans l'obscurité, Mountain pensa à la photo dans sa poche de Margaret et Katie souriant dans leur moment de bonheur figé. Elles lui avaient été enlevées par des circonstances indépendantes de sa volonté, mais Penny était là maintenant, comptant sur lui pour être l'homme que sa famille avait toujours cru qu'il était. La guerre lui avait appris à tuer, mais l'amour lui avait appris pourquoi il était parfois nécessaire de tuer. Alors qu'il ripostait dans la nuit, Mountain Donovan comprit enfin la différence. Le bruit des coups de feu avait réveillé toutes les âmes des plaines murmurantes. Et à l'aube, Mountain se retrouva au centre de la ville, s'adressant à un rassemblement de visages effrayés, en colère et déterminés. La première escarmouche était terminée. Dans une impasse, les hommes de Blackwater avaient testé les défenses du bureau du shérif et s'étaient retirés lorsqu'ils avaient rencontré plus de résistance que prévu. Mais tout le monde savait que CE n'était que le début. Sur une table devant le magasin général était étalée une carte tactique dessinée à la main par Mountain, esquissée de mémoire et affinée grâce à 16 années d'expérience militaire. Chaque bâtiment, chaque ruelle, chaque ligne de vue potentielle était marquée avec une précision minutieuse. Des X rouges indiquaient les positions ennemies. Des cercles bleus indiquaient les points forts défensifs et des flèches vertes traçaient les voies d'évacuation pour les non-combattants. Ils reviendront nous attaquer cette nuit, expliqua Mountain aux habitants rassemblés, son doigt traçant les voies d'attaque possibles. Cette fois, ils viendront avec tous ceux qu'ils ont. Ils ne peuvent pas se permettre que leurs agissements se répandent dans d'autres villes, et ils savent que chaque heure de retard augmente les chances que les autorités territoriales s'en mêlent. Cordelia Price s'avança, ses cheveux gris sévèrement tirés en arrière et un fusil de chasse dans les bras, comme un enfant endormi. « Combien sont-ils? »« Au moins 12, peut-être 15, » répondit Mountain. « Tous armés, tous des combattants expérimentés. Ce ne sont pas des criminels typiques de la frontière. Ils se déplacent comme des soldats. Ils pensent comme des soldats. » Le vieux Henrik, le forgeron, cracha dans la poussière. « Alors, quelles sont nos chances? La moitié d'entre nous a plus de 50 ans et l'autre moitié n'a jamais tiré avec une arme à feu dans un contexte hostile. C'était une question légitime, et Mountain n'insulta pas leur intelligence avec un optimisme fin. Dans un combat loyal en terrain découvert? Aucune. Mais nous ne combattons pas en terrain découvert, dit-il en montrant la carte. Cette ville est une forteresse si nous l'utilisons correctement. Des rues étroites qui canalisent leurs mouvements, des bâtiments en pierre qui arrêtent les balles, des passages intérieurs qui nous permettent de nous déplacer sans être vus. Manerva Walsh, qui avait écouté avec l'attention aiguë qu'elle accordait à tout, se pencha sur la carte. « Vous avez déjà fait cela auparavant. » Ce n'était pas une question. Mountain acquiesça lentement. Terrain différent, ennemi différent, même principe. Au cours de l'heure qui suivit, Mountain transforma un groupe de commerçants, d'agriculteurs et de retraités en quelque chose qui ressemblait à une unité militaire. Pas des soldats, ils ne le seraient jamais, mais des défenseurs déterminés qui comprenaient leur rôle et savaient comment se soutenir mutuellement. Cordelia coordonnerait l'évacuation des non-combattants vers l'église, qui avait les murs les plus épais et la position la plus défendable. Henrik utiliserait sa forge pour créer des armes et des barrières improvisées. Manerva distribuerait des munitions et des provisions provenant du stock considérable de son magasin. Le shérif Kine tiendrait la prison avec 2 volontaires, créant un feu croisé qui rendrait la rue principale impraticable. Et Mountain prendrait la position la plus dangereuse de toutes, le toit de l'hôtel, où il pourrait utiliser SS talents de tireur à leur maximum, mais serait exposé aux tirs ennemis provenant de plusieurs directions. « Et moi ?» demanda Penny, assise tranquillement à côté de Cordelia. « Quel est mon rôle? »
Mountain s'agenouilla à côté d'elle, posant doucement SS grandes mains sur ses petites épaules. Ton rôle est de rester en sécurité et de garder les autres enfants calmes. C'est le rôle le plus important de tous. Penny étudia la carte avec le sérieux qu'elle accordait à toutes les questions importantes. Mais si les méchants parviennent à passer, quelqu'un devra protéger les enfants, non? La question frappa Mountain comme un coup physique. Oui, quelqu'un devait être la dernière ligne de défense. Quelqu'un qui se battrait avec une fureur désespérée si l'impensable se produisait et que les hommes de Blackwater atteignaient l'église. Quelqu'un qui avait déjà tout perdu une fois et qui ne pouvait supporter de tout perdre à nouveau. Ce quelqu'un, c'est moi, dit Mountain doucement. Je te promets, Penny, qu'ils ne passeront pas par moi. Elle acquiesça comme si elle n'en avait jamais douté. Je connais ta montagne. Tu es fort comme une montagne et 2 fois plus têtu. Malgré la gravité de la situation, plusieurs adultes ont ri de son évaluation pragmatique. Mountain sentit une chaleur envahir sa poitrine, non seulement grâce à la confiance de Penny, mais aussi grâce aux regards autour de lui. Ces jeunes ne suivaient pas seulement son expertise tactique. Ils le suivaient, croyaient en lui. Famille, lui faisait une confiance pour les guider à travers les ténèbres qui les attendaient. Au fil de la journée, Mountain parcourut la ville avec une efficacité militaire, vérifiant les positions défensives, distribuant des armes et essayant de préparer les citoyens ordinaires à des circonstances extraordinaires. Mais son esprit revenait sans cesse à une conversation qu'il avait eue avec Cordelia pendant qu'il fortifiait sa pension. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui avait-elle dit doucement, en l'aidant à déplacer des meubles pour bloquer les fenêtres. « Tu pourrais prendre Penny et quitter la ville ce soir. Personne ne t'en voudrait. » Mountain s'était interrompu dans son travail pour réfléchir à cette proposition. Ce serait le choix le plus sûr, le choix le plus intelligent. Emmener l'enfant qu'il avait appris à aimer et disparaître dans la nature jusqu'à ce que le danger soit passé. Laisse quelqu'un d'autre mener ce combat. Partirais-tu? Avait-il demandé. Cordelia avait ri doucement, mais avec détermination. Probablement pas. C'est ici chez moi. Ceux sont mes concitoyens. Alors tu as ta réponse. À l'approche du soir, alors que les derniers préparatifs étaient terminés, Mountain se retrouva dans l'église avec Penny et les autres enfants qui s'y réfugieraient pendant le combat. Le bâtiment semblait sacré, et pas seulement au sens religieux. C'était un sanctuaire, un endroit où les innocents pouvaient se cacher pendant que les adultes commettaient des actes terribles pour le protéger. Penny avait été inhabituellement silencieuse toute la journée, et Mountain pouvait voir le poids de la compréhension dans ses jeunes yeux. Elle savait que des gens pourraient mourir cette nuit-là, que le monde sûr qu'elle avait trouvé à Whispering Plains était menacé. Mais elle savait aussi que les adultes de son entourage étaient prêts à se battre pour elle, à s'interposer entre elle et le danger. « Tu as peur? » demanda-t-elle tandis que Mountain vérifiait une dernière fois son fusil. « Oui, répondit-il honnêtement. C'est normal d'avoir peur quand on s'apprête à faire quelque chose de dangereux. Mais on le fait quand même. Être courageux ne signifie pas que tu n'as pas peur. Cela signifie que tu fais CE qui est juste même quand tu as peur. » Penny fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose qui fit serrer la gorge de Mountain. C'était un petit caillou peint, lisse comme un œuf et décoré avec une précision enfantine. D'un côté, elle avait peint une montagne dans des tons de brun et de vert. De l'autre, un petit personnage aux cheveux bouclés et au sourire éclatant. « Je l'ai fait pour toi, dit-elle en le pressant dans sa grande paume. C'est nous deux ensemble, pour que tu n'oublies pas que tu n'es plus seul. » Mountain referma ses doigts autour du caillou, sentant sa chaleur et son poids. Une chose si simple, de la peinture, de la pierre et l'amour d'un enfant, mais cela lui semblait plus précieux que toutes les médailles qu'il avait jamais gagnées. « Merci, parvint-il à dire malgré la boule qu'il avait dans la gorge. Je le garderai avec moi. » Alors que le soleil se couchait sur les plaines murmurantes, Mountain prit position sur le toit de l'hôtel avec son fusil, SS munitions et la pierre peinte par Penny bien à l'abri dans la poche de sa chemise. En contrebas, la ville était calme comme un souffle retenu, attendant ce que la nuit allait lui apporter. La voix du shérif Kane monta de la rue. « Souvenez-vous de ce que vous a dit l'adjoint Donovan. Restez calme. Surveillez vos champs de tir et ne tirez pas à moins d'avoir une cible claire. » Mountain sourit malgré la tension. L'adjoint Donovan, il y a 3 semaines, il était le fantôme de la ville,
craint et évité par tous. Aujourd'hui, il était leur protecteur et leur chef, l'homme en qui ils avaient confiance pour les guider à travers la tempête. Cette transformation l'étonnait encore. Non pas parce qu'il avait trouvé le courage qui avait toujours été là, enfoui sous le chagrin et la culpabilité, mais jamais vraiment perdu. Ce qui l'étonnait, c'était d'avoir retrouvé sa raison d'être, la raison d'utiliser ses courages. Au loin, des torches commencèrent à se déplacer dans l'obscurité. Blackwater et S6 hommes approchaient, confiants dans leur supériorité numérique et leur puissance de feu. Ils s'attendaient à affronter des habitants effrayés qui s'enfuiraient au premier signe de résistance sérieuse. Ils allaient bientôt découvrir ce qui se passe quand on menace un enfant aimé par un homme qui a déjà tout perdu une fois et qui n'a pas l'intention de perdre quoi que ce soit à nouveau. Mountain se mit en position de tir, la pierre peinte chaude contre sa poitrine et la photo de Margaret soigneusement pliée à côté. Passé et présent, amour et perte, souvenir et espoir, tout cela se cristallisait en une seule résolution inébranlable. Qu'il vienne. Il était prêt. L'attaque eut lieu à minuit, annoncée par le fracas du bois qui se brisait lorsque les hommes de Blackwater enfoncèrent la porte de la quincaillerie abandonnée au nord de Main Street. Mountain s'attendait à CE qu'ils cherchent des points faibles, mais leur première action fut plus audacieuse et plus directe qu'ils ne l'avaient prévu. Depuis sa position sur le toit de l'hôtel, il pouvait voir des éclairs de bouche jaillir de 3 directions différentes. En coordonnant leur assaut, les criminels avaient tiré les leçons de leur précédente escarmouche et adapté leur tactique en conséquence. Fini les tentatives pour tâter le terrain, fini la pression progressive. Il s'agissait désormais d'une tentative tous azimuts pour submerger les défenses de la ville par la puissance de feu et l'agressivité. Mountain, le fusil parla le premier, le craquement sec résonnant sur les bâtiments environnants lorsque sa balle trouva sa cible. L'une des torches s'éteignit soudainement, suivie d'un cri de douleur et de colère provenant de l'obscurité. La distance était plus longue qu'il ne l'aurait souhaité, mais des années de chasse et d'entraînement militaire avaient affûté son adresse au tir jusqu'à la perfection. « Premier sang pour nous », murmura-t-il, déjà en train d'actionner la culasse et de chercher sa prochaine cible. En bas, dans la rue, la voix du shérif Cain retentit par-dessus les coupes de feu. « Tenez vos positions. Ne gaspillez pas vos munitions sur des ombres. » Le conseil était judicieux, mais difficile à suivre. Les habitants de la ville étaient assez courageux, mais ils manquaient d'expérience au combat pour rester calmes sous le feu. Mountain pouvait également entendre le crépitement nerveux de leurs fusils. Rapides et imprécis, ils tiraient sur les éclairs des canons et les mouvements, épuisant leurs réserves limitées de munitions sans infliger de dommages significatifs à leurs attaquants. Une rafale de tirs concentrés jaillit du magasin général où Minerva Walsh s'était retranchée derrière des tables renversées et des sacs de céréales. Son fusil retentit 2 fois de suite, suivi d'un fracas satisfaisant lorsque quelqu'un trébucha sur sa pyramide de boîtes de conserve soigneusement disposées, un système d'alerte précoce qui venait de prouver son efficacité. Vous en avez eu un? La voix de Minerva portait clairement dans l'air nocturne féroce de la satisfaction d'une commerçante défendant son gagne-pain. Mais même si les habitants de la ville remportaient de petites victoires, Mountain voyait se dessiner une stratégie plus large. Les hommes de Blackwater utilisaient une doctrine militaire classique. Ils immobilisaient l'ennemi par des assauts directs, tandis que des forces de flanc attaquaient par des directions inattendues. Déjà, des ombres se glissaient entre les bâtiments du côté est de la ville. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'église où les non-combattants avaient trouvé refuge, Mountain ajusta sa position et tira 3 coups rapides dans la ruelle où il avait repéré du mouvement. Les ombres se dispersèrent, mais il savait que ce n'était qu'un répit temporaire. Sa position surélevée étant compromise par les éclairs des coups de feu, il ne pouvait pas rester plus longtemps sur le toit sans devenir lui-même une cible. Une balle siffla près de son oreille, suivie immédiatement par 2 autres qui éclatèrent le bord du toit en bois à côté de lui. Quelqu'un en bas avait repéré sa position et essayait de le coincer. Mountain roula sur le côté, plaçant la cheminée en briques de l'hôtel entre lui et le tireur, puis rampait vers une autre position de tir, la pierre peinte dans la poche de sa chemise pressée contre sa poitrine, tandis qu'il se déplaçait, chaude et solide comme un talisman. Il pouvait imaginer Penny dans l'église,
probablement assise avec les autres enfants, essayant d'être courageuse pendant que les adultes se battaient pour leur vie dans l'obscurité à l'extérieur. Cette image renforça sa détermination d'une manière que la discipline militaire seule n'aurait jamais pu faire. Depuis sa nouvelle position, Mountain pouvait voir que la situation évoluait exactement comme il l'avait craint. L'assaut frontal sur Main Street réussissait à attirer l'attention des défenseurs, mais CE n'était en réalité qu'une diversion. La véritable menace venait du mouvement de contournement vers l'église, où une poignée des combattants les plus expérimentés de Blackwater se frayait un chemin à travers le labyrinthe de ruelles et de hangars de stockage. Mountain prit une décision qui allait à l'encontre de tous les manuels tactiques qu'il avait étudiés. Au lieu de maintenir sa position de surveillance et de soutenir la défense principale, il passa son fusil en bandoulière et commença à descendre du toit. Les habitants de la ville devraient en tenir les positions centrales seuls. Son travail consistait désormais à protéger la seule chose qui comptait plus que l'avantage tactique. Il sauta les 2 dernières mètres qui le séparaient de la ruelle derrière l'hôtel, atterrissant lourdement mais roulant pour amortir le choc. Assise genoux protestèrent. Il n'avait plus 25 ans, mais son corps se souvenait des mouvements, même si SAS articulation s'en plaignait. En quelques secondes, il se déplaçait dans l'ombre avec l'efficacité silencieuse qui lui avait valu son surnom pendant la guerre. Les ruelles de Whispering Plains étaient un dédale de hangars de stockage, de poulaillers et de cordes à linge. Mais Mountain avait passé des semaines à cartographier chaque chemin et chaque raccourci pendant sa convalescence. Ceux qui semblaient être des obstacles aléatoires pour un étranger devenaient une autoroute pour quelqu'un qui connaissait le territoire. Il atteignit l'entrée arrière de l'église au moment où la première force de flanc de Blackwater émergeait de derrière la boulangerie. 3 hommes, tous armés de fusils, se déplaçaient avec la précision coordonnée de soldats qui avaient déjà travaillé ensemble. Ils étaient Mountain devait leur reconnaître cela, mais ils étaient également concentrés sur leur objectif et ne surveillaient pas les menaces provenant de directions inattendues. Le premier tir de Mountain atteignit le centre du corps du chef, le faisant tomber instantanément. Le deuxième tir manqua sa cible, qui plongea pour se mettre à couvert derrière un baril d'eau, mais le troisième trouva sa cible alors que l'homme tentait de riposter depuis son abri inadéquat. L'attaquant restant était plus intelligent et plus expérimenté que ses 10 compagnons. Au lieu d'essayer de tirer sur un ennemi qu'il ne voyait pas clairement, il commença immédiatement à reculer vers un meilleur abri, tirant rapidement pour maintenir Mountain à terre pendant qu'il battait en retraite. Mais battre en retraite signifiait s'éloigner de l'église, CE qui était exactement CE que Mountain voulait. Il laissa l'homme partir, sachant qu'il était plus important de le forcer à reculer que de l'éliminer. La menace immédiate pour les non-combattants était neutralisée, au moins temporairement. À l'intérieur de l'église, Mountain pouvait entendre des voix d'enfants. Certains pleuraient, d'autres essayaient de réconforter les plus jeunes. Tous avaient peur, mais essayant d'être courageux. Parmi eux, il reconnut la voix claire de soprano de Penny qui chantait une berceuse. Il se souvint de sa propre fille qu'il aimait tant il y a des années. Le son le frappa comme un coup physique, pendant un instant. Le passé et le présent se confondirent, et il se retrouva dans sa propre maison, écoutant Katie chanter pour s'endormir, tandis que Margaret souriait depuis le seuil de la porte. Le souvenir était si vif, si douloureusement réel, qu'il en oublia presque où il se trouvait. Une balle qui éclata le bois à côté de sa tête le ramena brusquement au présent. Le flanqueur survivant avait trouvé un meilleur abri et tentait de se remettre en position pour lancer un nouvel assaut sur l'église. Mountain ne pouvait pas le voir clairement, mais il pouvait suivre SAS mouvement grâce aux éclairs de la bouche du fusil et au bruit de SAS bottes sur le gravier. Mountain se remit en mouvement, utilisant sa connaissance du terrain pour intercepter l'attaquant avant qu'il n'atteigne l'entrée latérale vulnérable de l'église. Le jeu du chat et de la souris qui s'ensuivit était mortellement sérieux. 2 combattants expérimentés manœuvraient pour prendre l'avantage dans un labyrinthe d'obstacles, chacun essayant de déjouer et de contourner l'autre. La fin survint soudainement. Mountain contourna le coin de l'église et se retrouva face à face avec son adversaire à une distance d'environ 3 mètres. Les 2 hommes avaient leurs fusils prêts. Ils comprirent immédiatement la situation et savaient que les prochaines secondes détermineraient qui vivrait et qui mourrait. Mais Mountain avait un avantage que tout l'entraînement militaire du monde ne pouvait lui apporter. Il se battait pour quelque chose de plus important que sa propre vie.
La pierre peinte était pressée contre sa poitrine. La voix de Penny lui parvint de l'intérieur de l'église, et 3 années de culpabilité et de chagrin se cristallisèrent en un moment d'une clarté mortelle. Son tir fut une fraction de seconde plus rapide que celui de son adversaire. Et cette fraction de seconde fit de la différence entre la vie et la mort. La balle de l'autre homme passa loin, déchirant la manche de Mountain et laissant une ligne brûlante sur son bras. La balle de Mountain ne manqua pas sa cible. Alors que les échos des coups de feu s'estompaient, Mountain se retrouva seul dans la ruelle derrière l'église, saignant d'une blessure mineure, mais victorieux. La menace immédiate qui pesait sur les non-combattants était éliminée. Mais il pouvait encore entendre les combats s'acharner dans la rue principale. La bataille était loin d'être terminée. Il rechargea son fusil avec une efficacité acquise par l'habitude, ignorant la douleur brûlante dans son bras. La pierre peinte était chaude contre sa poitrine, et quelque part à l'intérieur de l'église, Penny comptait sur lui pour assurer sa sécurité. C'était toute la motivation dont il avait besoin pour continuer à se battre, quel qu'en soit le prix. La confrontation finale ne se produisit pas dans le fracas des tirs nourris, mais dans le cliquetis discret du chien d'un revolver armé dans l'obscurité précédant l'aube. Mountain venait de finir de vérifier que les défenseurs du magasin général étaient en sécurité lorsqu'il entendit la voix de Blackwater résonner au milieu de Main Street, froide et maîtrisée malgré le chaos de l'heure précédente. Assez. Ce simple mot trancha les tirs épars comme une lame. Adjoint Donovan, je sais que vous m'entendez. Il est temps d'en finir comme des hommes. Mountain jeta un coup d'œil depuis le coin du bâtiment où il s'était mis à couvert. Blackwater se tenait au milieu de la rue. Son costume coûteux était déchiré et poussiéreux, et ses yeux pâles reflétaient la lumière vacillante d'une devanture en feu. Il avait abandonné toute prétention d'être un homme d'affaires légitime. Son âme était dégainée, sa posture était celle d'un tueur professionnel, et son sourire était l'expression froide d'un homme qui avait perdu patience. « Vos hommes se sont bien battus », continua Blackwater, sa voix portant clairement dans le silence soudain. « Mais vous n'avez plus que vos dernières munitions. La moitié de vos défenseurs sont blessés, et il me reste encore 6 hommes. Cela peut se terminer de 2 façons. Vous pouvez vous rendre et regarder votre ville brûler, ou vous pouvez m'affronter ici et maintenant. L'un de nous s'en sortira, l'autre non. » De l'intérieur de l'église, Mountain pouvait entendre du bruit. Quelqu'un essayait d'éloigner les enfants des fenêtres pour les protéger de CE qui allait se passer. Mais il pouvait aussi entendre la voix claire et déterminée de Penny, malgré sa peur. « Il ne va pas perdre », dit-elle avec une confiance absolue. Mountain ne perd jamais quand il protège les gens qu'il aime. La confiance qui transparaissait dans ces mots le frappa plus fort que n'importe quelle balle. Cet enfant de Five Arms, qui avait déjà perdu plus que quiconque ne devrait perdre, plaçait toute sa confiance en sa capacité à la protéger. Le poids de cette confiance était à la fois écrasant et libérateur. Mountain sortit dans la rue, son fusil à la main et la Bible de son père serrée contre son cœur. Le livre était resté dans la poche de sa chemise pendant tout le combat. Un cadeau d'un homme qui croyait que le courage et la justice étaient une seule et même chose, et que parfois, les hommes bons devaient faire des choses terribles pour protéger les innocents. « Laissez les habitants de la ville partir », dit Mountain calmement. « C'est entre vous et moi. » Le rire de Blackwater était sinistre. « Vous vous prenez pour une sorte de héros, n'est-ce pas? Le grand homme qui arrive à cheval pour sauver la situation. » Ses yeux pâles brillaient de malice. « Je sais qui tu es vraiment, Donovan. J'ai fait mes recherches. Tu es un tueur, un homme doué pour la violence et rien d'autre. » Mountain sentit le froid familier l'envahir, le même calme qui l'avait maintenu en vie à travers d'innombrables batailles. Mais sous la glace, quelque chose brûlait avec intensité et éclat. Ce n'était pas de la rage, mais de l'amour. L'amour pour une petite fille qui voyait de l'espoir en toute chose. L'amour pour une communauté qui avait appris à lui faire confiance. L'amour pour l'homme qu'il était avant la guerre et celui qu'il était en train de devenir après. « Tu as raison, dit simplement Mountain. Je suis doué pour la violence. La question est de savoir si tu es assez doué. » Ils se faisaient face à 30 mètres l'un de l'autre dans une rue poussiéreuse. 2 hommes qui comprenaient que seul l'un d'entre eux verrait un autre lever de soleil. Mais il y avait entre eux une différence fondamentale qui allait plus loin que le talent ou l'expérience. Blackwater se battait pour l'argent, pour le frisson de la domination, pour la satisfaction de prendre CE qui appartenait aux autres.
Mountain se battait pour quelque chose d'infiniment plus puissant, la chance de protéger l'innocence, de s'interposer entre le mal et ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Le coup de feu, lorsqu'il retentit, fut presque décevant. Blackwater était rapide. Mountain devait lui accorder cela. Mais il était aussi trop sûr de lui. Il avait supposé que sa réputation et son expérience suffiraient à intimider un ancien soldat brisé et à le pousser à commettre une erreur fatale. Au lieu de cela, la balle de Mountain l'atteignit en plein cœur, avant même que son arme ne soit complètement sortie de son étui. Et ses yeux pâles s'écarquillèrent de surprise, puis se vidèrent, et Harrison Blackwater s'effondra dans la rue poussiéreuse comme une marionnette abandonnée. Le silence qui suivit était profond. Plus de coups de feu, plus de cris, plus de bruit de conflit. Même le vent semblait retenir son souffle, tandis que les membres survivants du gang de Blackwater réalisaient que leur chef était mort et que leur cause était perdue. Un par un, ils commencèrent à sortir de leur position, les mains en l'air. C'étaient des criminels et des opportunistes, pas des fanatiques prêts à mourir pour une cause perdue. Avec la disparition de Blackwater et la révélation de leur complot, ils n'avaient plus rien à défendre, sauf leur propre vie. Le shérif Cain apparut depuis sa position à la prison, le visage buriné, sombre mais satisfait. « Ça y est, c'est fini », dit-il en observant la scène. « C'est terminé. » Mais pour Mountain, la véritable victoire survint lorsque les portes de l'église s'ouvrirent et que Penny se précipita vers lui, les larmes coulant sur SCS joues et la joie illuminant son petit visage. Elle se jeta dans ses bras avec une confiance totale, et Mountain la rattrapa et la serra contre lui, sentant quelque chose changer profondément en lui. Alors qu'il s'agenouillait dans la rue poussiéreuse, les bras de Penny autour de son cou, Mountain sentit la Bible de son père appuyée contre ses côtes. Le livre avait absorbé l'impact d'une balle destinée à son cœur, non pas grâce à une intervention divine, mais grâce à la simple physique du papier, du cuir et de la reliure. Pourtant, en regardant le trou déchiré dans les pages, il ne pouvait s'empêcher de penser que certaines protections venaient de plus que de la simple chance. « J'ai dit à tout le monde que tu ne perdrais pas », murmura Penny à son oreille. « Je leur ai dit que Mountain ne perdait jamais quand il se battait pour l'amour. » Mountain ferma les yeux et la serra plus fort, comprenant enfin CE que son père avait essayé de lui enseigner toutes CES années auparavant. La force ne dépendait pas du poids que l'on pouvait porter ou du nombre d'ennemis que l'on pouvait vaincre. Elle dépendait de ce que l'on choisissait de porter, de ce pourquoi on choisissait de se battre, et du courage que l'on avait de se tenir debout lorsque tout ce que l'on aimait était menacé. Dans la lumière grandissante de l'aube, alors que les habitants de Whispering Plain émergeaient pour reprendre possession de leur ville, Mountain Donovan se leva avec une petite fille dans les bras et comprit enfin la différence entre survivre et vivre. La guerre lui avait appris à endurer, mais l'amour lui avait appris à s'épanouir. Le fantôme de la prairie orientale avait disparu, remplacé par un homme qui s'était souvenu de qui il était censé être. 6 mois plus tard, le soleil matinal peignait la ferme fraîchement reconstruite de nuances dorées et d'espoir. Mountain se tenait sous son porche, désormais correctement réparé avec de nouvelles planches et une couche de peinture blanche qui brillait comme une promesse. Il regardait Penny courir après les papillons dans le jardin de fleurs sauvages qu'ils avaient planté ensemble. Son rire portait sur le vent de la prairie, clair et limpide comme le son des cloches d'une église, et Mountain sentit son cœur se gonfler d'un bonheur qu'il croyait perdu à jamais. Le panneau à côté du portail était neuf, sculpté dans du chêne massif et peint avec une précision minutieuse. On pouvait y lire Donovan et Penny en lettres suffisamment profondes pour durer des générations, et en dessous, en caractères plus petits, Maison. These Motes était une idée de Penny, sa contribution pour officialiser leur arrangement aux yeux de la loi et de la communauté. Ce n'est plus seulement ta maison, avait-elle expliqué avec le sérieux logique propre aux enfants de 5 ans lorsqu'ils abordent des sujets importants. C'est notre maison et nos maisons doivent avoir des panneaux pour que les gens sachent qu'ils sont les bienvenus. Les papiers d'adoption avaient été finalisés 3 mois plus tôt, signés par un juge territorial qui avait fait le voyage depuis la capitale spécialement pour officialiser CE que tout le monde à Whispering Plain savait déjà. Ezekiel Mountain, Donovan et Penny Louise formaient une famille, non pas par le sang, mais par choix, liés par l'amour plutôt que par les liens du sang, et plus forts grâce à ces choix.
Mountain observait sa fille et ce mot le remplissait encore d'émerveillement chaque fois qu'il y pensait, tandis qu'elle cueillait avec soin des fleurs sauvages pour la table du petit déjeuner. Elle avait grandi au cours des mois qui avaient suivi la défaite de Blackwater, non seulement physiquement, mais aussi en confiance et en joie. Les ombres qui hantaient parfois ses yeux brillants avaient disparu, remplacées par la sécurité que lui procurait le fait de savoir qu'elle était aimée complètement et inconditionnellement. Le bruit des sabots qui approchaient attira son attention vers la route où le shérif Kane chevauchait vers la ferme à son rythme habituel, sans se presser. Le représentant de la loi avait vieilli au cours du mois qui avait suivi la bataille, le stress du commandement et du combat ajoutant de nouvelles rides à son visage buriné, mais ses yeux reflétaient la satisfaction du travail bien fait. « Bonjour, adjoint », lança Kane en descendant de cheval. « Mademoiselle Penny. »« Bonjour, shérif Kane. » Penny courut à sa rencontre avec la même affection qu'elle témoignait à tous les adultes de sa famille élargie. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Elle brandit un papillon qui s'était posé sur son doigt, SSL orange et noir comme une petite flamme. Kane examina le papillon avec le sérieux qui s'imposait. « C'est une beauté, ma petite. Tu ferais mieux de le laisser partir pour qu'il puisse raconter à ses amis l'histoire de la gentille fille qui l'a traité avec douceur. » Penny transféra délicatement le papillon sur une fleur voisine et le regarda s'envoler avant de se retourner vers les adultes. « Vous restez pour le petit déjeuner? Mountain fait les meilleures crêpes de tout le territoire. »« Je serais honoré, » répondit Kane, même si son expression suggérait qu'il s'agissait de plus qu'une simple visite de courtoisie. Alors qu'il s'installait autour de la table de la cuisine, la même table où Mountain avait autrefois sculpté des chevaux en bois à la lumière d'une lampe, Kane sortit une lettre de la poche de son gilet. Le papier était du papier à en-tête officiel du territoire, épais et de couleur crème, avec des sceaux élaborés qui témoignaient de l'autorité du gouvernement. « J'ai reçu des nouvelles de la capitale hier, » dit Kane en dépliant le document. « Le gouverneur du territoire veut vous offrir un poste de marshal fédéral. Il semble que ce qui s'est passé ici s'est ébruité et il recherche des hommes ayant vos compétences particulières. » Mountain interrompit la préparation des pancakes, la spatule à la main. Un badge de marshal fédéral serait synonyme de respect, d'autorité et d'un revenu stable qui pourrait assurer l'avenir de Penny. Mais cela signifierait aussi quitter des avions silencieux, voyager à travers le territoire, d'affronter des dangers qui pourraient à nouveau faire de la petite fille une orpheline. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il à Penny, cherchant sincèrement son avis. Elle réfléchit à la question avec le sérieux dont elle faisait preuve pour toutes les décisions importantes, rangeant distraitement sa collection de chevaux en bois sur la table pendant qu'elle réfléchissait. Buttercup et Hope avaient été rejoints par une douzaine d'autres que Mountain avait sculptés pendant ses soirées tranquilles, chacun unique et spécial, chacun représentant un moment de paix dans leur vie commune. « Seras-tu heureux en tant que shérif » demanda-t-elle finalement. Mountain regarda autour de lui dans leur cuisine, les rideaux que Cordelia les avait aidés à accrocher, les étagères en bois qu'il avait construites pour ranger les trésors de Penny, la photo de Margaret et Katie qui trônait désormais sur la cheminée, à côté de photos plus récentes de leur famille grandissante. Cette maison, cette ville, ces gens, ils étaient devenus son univers d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible après avoir tout perdu. « Je suis le plus heureux ici, » répondit-il honnêtement. « Prendre soin de toi, servir cette communauté, construire quelque chose qui dure. » Penny acquiesça comme si elle s'attendait à cette réponse. « Alors nous devrions rester. De plus, quelqu'un doit apprendre au nouveau shérif adjoint à faire son travail correctement. » Kane gloussa. À ces propos, le jeune Peter a demandé quand il pourrait commencer à réparer ses erreurs. Il semble que les 3 mois passés dans la prison territoriale lui aient donné le temps de réfléchir aux côtés de la loi qu'il préférait. Mountain retourna la dernière crêpe. Compte tenu de cette évolution, Peters avait été libéré prématurément pour avoir coopéré à la mise au jour du réseau de Blackwater. Mais la confiance, une fois brisée, n'était pas facile à rétablir. Pourtant, tout le monde méritait une chance de se racheter, et Mountain était la preuve vivante que les hommes pouvaient le changer. Dites-lui qu'il peut commencer par se porter volontaire à la réunion paroissiale la semaine prochaine. Mountain a dit que s'il pouvait gérer une salle remplie de femmes organisant une collecte de fonds, il aurait peut-être qu'il fallait pour affronter de vrais criminels, alors qu'ils partageaient leur petit déjeuner et discutaient de la reconstruction de la ville.
Mountain sentit son regard revenir vers l'enseigne devant sa fenêtre. Donovan et Penny à la maison. Des mots si simples, mais qui représentaient une transformation qu'il n'aurait pas pu imaginer 6 mois auparavant. Après le départ de Kane, et une fois Penny installée à la table de la cuisine pour ses leçons du matin, Mountain se retrouva attiré par son atelier. Une nouvelle addition à la maison, où il passait ses soirées à créer des meubles pour les familles dont les maisons avaient été endommagées pendant la bataille. Travailler le bois et les outils, construire des objets qui dureraient, utiliser ses mains pour créer plutôt que pour détruire. Cela lui semblait la chose la plus naturelle au monde. Sur son établi se trouvait son projet actuel, un cheval à bascule pour le nouveau bébé que Henrik, le forgeron, et sa femme attendaient. La sculpture était presque terminée, chaque détail lissé et perfectionné, chaque surface préparée pour apporter de la joie à un autre enfant. Pendant qu'il travaillait, Mountain pouvait entendre Penny s'entraîner à lire à la table de la cuisine, sa voix butant parfois sur des mots difficiles, mais persévérant avec détermination. C.E. Sons domestique paisible remplissait des espaces dans son cœur qu'il pensait rester vides à jamais. Cela ne remplaçait pas C.E. qu'il avait perdu. Rien ne pourrait jamais le faire. Mais cela créait quelque chose de nouveau et de précieux à côté des souvenirs qu'il chérirait toujours. Un coup à la porte d'entrée interrompit son travail. À travers la fenêtre, il pouvait voir Cordelia, Price debout sous le poche, un panier couvert dans les mains et un sourire sur le visage qui lui était devenu de plus en plus familier au cours des derniers mois. Ceux qui avaient commencé comme une amitié née d'une crise commune s'étaient transformés en quelque chose de plus complexe et d'espoir, même si aucun d'eux ne s'était empressé de le définir. « Madame Cordelia », la voix ravie de Penny résonna depuis la cuisine. « Vous avez apporté d'autres biscuits avec du sucre dessus? »« C'est possible, » répondit Cordelia avec un sérieux fin, mais seulement pour les petites filles qui ont appris à écrire. En regardant sa fille et la femme qui étaient devenues si importantes dans leur vie à tous les deux, Mountain sentit les derniers morceaux de son cœur brisé se remettre en place. Il n'était pas complètement guéri, les cicatrices seraient toujours là, mais il était entier d'une manière différente, renforcé par les fissures par lesquelles la lumière avait appris à entrer. Plus tard dans la soirée, après que Cordelia soit rentrée chez elle et que Penny ait été bordée dans son lit, SCS chevaux de bois alignés sur le rebord de la fenêtre comme de minuscules gardiens, Mountain s'assit sur son porche et regarda les étoiles apparaître au-dessus de la prairie. La nuit était paisible, remplie des doux sons d'un monde au repos, et pour la première fois depuis des années, Mountain ne ressentait pas le besoin de s'échapper dans une activité qui l'empêcherait de dormir. Dans sa poche, à côté du caillou peint que Penny avait fait pour lui, se trouvait la photo de Margaret et Katie. Les images s'estompaient avec le temps et l'usure, mais l'amour qu'elles représentaient restait aussi vivant que jamais. Elles feraient toujours partie de lui, mais elles faisaient désormais partie de son passé. Des souvenirs précieux qui enrichissaient son présent plutôt que de le hanter. Demain apporterait de nouveaux défis. Une ville à protéger, une fille à élever, une communauté à servir. Mais cette nuit-là n'apportait que la paix et la profonde satisfaction de comprendre enfin que signifiait être chez soi. Le fantôme qui hantait la lisière orientale des plaines murmurantes avait disparu. Il avait été remplacé par un homme qui avait appris que parfois, les plus grandes victoires ne venaient pas de ceux que l'on conquit, mais de ceux que l'on choisissait de protéger, de nourrir et d'aimer. Alors que le vent de la prairie soufflait dans l'herbe et que les étoiles tournaient au-dessus de sa tête selon leurs anciens schémas, Ezekiel Mountain Donovan ferma les yeux et sourit, enfin en paix avec l'homme qu'il était devenu et l'avenir qu'il construisait, jour après jour, avec soin et amour. Le lendemain matin, il y aurait des crêpes à faire, des leçons à enseigner et une vie à vivre avec gratitude. Ce soir-là, il y avait simplement la profonde satisfaction d'un homme qui avait trouvé le chemin de son foyer. Ei, eu quero saber se eu consigo ficar invisível, viu? Que Eu não botei o minha negócio coisa. Eu aqui, quero eu lutar tô invisível. conversando, tá? Não consegue nem voar, É vai verdade, voar. eu Poxa, tava lá, vou Denise, eu eu, galera. costurei essa lora a temporada Querido, que toda. Meu saudade. Deus, Olha o que a mami. mamãe tá. Eu amo você falando isso pro vídeo assim como se eu estivesse presa. Calma, Bolse. Não. Aquela- Você viu, né? Ela, eu quero, por favor, eu quero Não, ficar, não, gente. Me não, tira não, não. daqui. Muito Ai, dá baixinho. saudade de você. Agora, então a Vi. Já não sei mais o que aconteceu. E Continua agora? muito baixinho, muito, muito, muito baixinho.
E olha Agora isso tá bom? aqui. Tá bom? Não, Gostoso. agora? Olha Tá isso bom? aqui, minha filha. não. Nem, olha. Tu tá no máximo, é. Como é E que vem cá, a amo gente vai ele. ter o fly Seu filho. ou o Bagi? Vai ter o fly? Mano, Não tem fly Tem aqui, né? minhas Não. cores, olha. Ih, mamão, Achei tomei de novo cortaram, aí. Achei cortaram chique. nossas asas. O 07 falou que não ia ter fly porra nenhuma. E aí eu fui Ih, tirar rapaz, satisfação ó. com o Rimário no grupo do WhatsApp e nem me respondeu. Agora a gente ficou à mercê do É porque a 07 gente aí, ó. sabe que o gente. Denis é o verdadeiro chefe. Pô, a primeira Aumenta, coisa que foi prometida pra nós era o Fly. Foi a aumenta, primeira né? coisa que nos A gente prometeram. sabe que quem manda em Cadê meu Arcanos de jetpack? verdade é o Denis. Aumenta. Porque Cadê o meu jetpack? Denis, na Tira meu jetpack de verdade, novo. é um velho rico milionário. Olha Eu que me eu abro o nerfaram de inventário, novo. minha filha. É. Me colocaram A pra gente jogar vanilla sabe. e tiraram meu jetpack. Não dá, velho. É, tira o Mano. jetpack do Nonô. Continua Vou te falando, proteger, continua Nonô. Olha lá, eu tô a falar. Me botaram pra jogar vanilla. Eu tô a falar, eu Magal, tô você a viu falar. No fax, você Deixa já eu joga ver com se o eu mod há consigo tanto fazer tempo no emoji, fax vai. que não tem Vai, como, vai, não. vai, Vai vai. ser Elas novo tão pra tudo você, com o mesmo então. nome, Olha mano. que legal. Tô a Inventa falar. uma de Ai, música. não. Gente, Pera, o que eu fiz? Guaguá tá Calma, pedindo. O Guaguá tá pedindo. Tô agora. calma. Calma. Ah, então foi. Pô, eu não sei ficar sem o zoom, mano. Eu uso o zoom de ferramenta narrativa, cara. Calma. Meu Deus. Dali, obrigada, Nossa. Pamela. Eu também. Eu não uso zoom, não. Nossa, Puxa, eu uso eu muito. Agora- Eu tive que aumentar. Eu vou extrair aqui. Aham, Nossa, extrair. comida? triste que Comida? só. Isso. Agora que eu vi. Mudou pouco. Fiote, puxa o Guaguá, Fiote. Alguém tá precisando de comida? Normal, sem O ser Guaguá tá maçã? pedindo. Você É. tem, Ué. fabulosa. Ela tá bem Oxi. baixinha. Eu não Nossa, consigo agora que eu tô botar os vendo. Ah! Eu tenho, olhando no... É isso que importa. Não, tudo bem, Curita, tudo bem, peraí. Deixa eu Ai, fazer o meio seguinte, calma aí. irmãs, olha. Ué, não funciona jogar pra meu secundário? Eu não Caralho, consigo olha. substituir elas. Mas a orelhinha bem... Eu não consigo substituir elas por Oxe, causa eu disso, já achava peraí. que era vanilla. Por favor, aumentem-me. Please. Aumentar o quê? Aumenta Isso o do quê? F achei que era vanilla. Vocês estão a ouvir Deixa bem? eu Tô te ouvindo bem. Sim. extrair. Não, eu Tá também conflitando achava. com outra tecla. É isso que eu tô mano. olhando Alto ou aqui. baixo? Eu estou te Bem, ouvindo bem no mesmo normal. volume que nem os outros. Normal. Gente, alguém tá é. ouvindo a Então, serra? agora que era diferente. Aham. O microfone dela tá Qual estranho. botão que abre os Isso aqui- emotes, isso aqui é Eva? uma... eu ainda- É, ainda tá não conflitando, botei. provavelmente. Acho que é B, não é? Não era A pra gente ser é, B? a gente é o Brani Tinha agora. dois ali. Não, Ah, é, isso não tem nada a ver, tava, menina. tirei os dois. É Ah, só, não? é só um negócio que vai Negócio ter, assim. entendeu? Oh! Ai, saudade que o meu totem era a cara da Pablo Vittar. Ei. Ô, Gente, alguém tá Aham. ouvindo a serra ou não? Tô. Não tô ouvindo. Tá, como que eu vou Você saber tá qual é? zoando, né, ouvindo, Fátima? não. Então, tem que Ela tá apagar a falando, última e é adicionar essa, mas eu não Coisas posso fazer todas, isso todas, enquanto não o tem jogo tá nada. rodando. Vou ter que Eu fechar o morri. jogo, peraí. Alguém me matou, não sei como é que funcionou. Porque enquanto o jogo tá rodando, ele não deixa. Ele não deixa de jeito nenhum. Eu não sei por quê, porque não era pra ser assim. Deixa eu ver agora se dá. Calma, cadê a porra da pasta? Agora eu perdi a pasta, mano. Calma, achei a pasta. Deixa eu deletar isso aqui. Sim, quero deletar. Você precisa dar permissão pra fazer alterações. Eu já... Mano, não é possível. Ele não deixa eu deletar por nada. Calma. Ai, consegui. Então, a gente tem um segredo pra te contar, Kel. Eu e achou que minutos antes de ir pro refluxo a gente se curvou pra Rubran. Foi mal, eu converti ele. Não me mostra o dedo do meio. Não me Oh, mostra o muito dedo do meio. Como assim? Não, foda, deixa eu ver. agora Você sim. tem carinha, você tem Não carinha me nesse mostra a meio. pata do meio. Muito foda, não tô obrigada, vendo. Curi. Ficou Oi. irado. Oi! Agora Você sim, pega mano. o Eu jeito uso minhas de ferramentas gravar. narrativas, eu. Quer dizer, não eu, né? Kel, socorro, a Malena vai Curi me barulho matar, faz a socorro, boa. Kel. Eu consigo! Eu gosto tanto de você, Malena, que saca, adoro te olhar sempre, minha vida toda. Eu não consigo abraçar, eu queria abraçar, meu. Peraí, tem emote abraço sim, você, ó, tá tem conflitando, tá conflitando. Tem emote sim, tá Então conflitando. tem roda de emote? Tem. Ah, mas tem que colocar os emotes. Imaginava Ah, tem que botar. É, eu mandei a pasta secreta de emotes russos do Trevor no chat geral Eu do quero. Discord. Tá, eu vou Eu pegar. amei emotes russos do Trevor, como Tem assim. tipo 1.700 emotes. E todos eles, se você arrasta pros últimos, não dá pra ler o nome que tá em russo, mas tem uns muito Ai, bons. que lindo, Sana. Que isso? Não são os moinhos.
É, meu cajado, meu mini Seu cajado, minha varinha de Olha isso condão, aqui, minha virou, lança né? Technology. Olha, cara. Ai, o seu parece com o meu, parece um espeto de ovo de espetinho. codorna. Wanna Falaram que o meu parece o garfo, eles falaram que o meu Não parece o fala garfo, assim no velho. meu- na minha lança Technology, ok. Ela manda vários raios tectônicos evoluiu, em você você. viu? Você Babado. evolui, evolui. Ô, gente, Que que medo, não deve Kel, você se voltou Tem que contra? deixar na outra mão? Isso, ele fica na outra mão. Ele usa sozinho. Eu me curvei. Ele evita que você A Kel se morra converteu a Rubrânia também agora. a primeira vez Ah, que te é verdade. finalizou. Já testei. E aí tem que botar a tecla, né? Qual que é o nome do treco? Ai, meu Deus. Esse emote aí é russo ou choque? Range, não sei o que, segunda mão. Calma aí. Dá Onde para tá aí. a caixa dos emojis? Ela cai igual uma tábua, olha. É, pois é, tô perdendo bem, não tá dando certo. Eu também não tava Ela vendo. cai igual uma Lembrando tábua. outra tecla. Ai, É uma cara, que tecla de ódio. criar um o é waypoint. tipo Ah, outra Quer? Ela tá com música? Vem com música. Ai, mano. É russo esse? Não. Nossa, que dança linda. É, o F. O que acontece se eu tento dançar voando? Outras duas paradas Back que in não 74. importam. Eu Então danço. procura por Thank Pode crer. e aperta F e tira, tipo, essas duas outras coisas que estão com F e Thank you. reseta. Aí deixa o F pra trocar de mão. Se eu uso o emote, eu vou ainda mais alto, aquele ali. Ah, mano, Vou ver os tudo de emotes emote que eu tá posso aparecendo. usar. Aquela nesse. O bagulho nem começou Nossa, a Kel, morrer. fica boa nesse. Kel, calma, Kel. Kel.